Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et NokiaTouch.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Nokia 808 PureView qui est pas mal attendu. Enfin, c'est un test pas mal attendu. Maintenant, c'est un appareil particulier qui a été annoncé au MWC. Il y a eu quelques petites fuites avant. On savait qu'il y aurait un terminal un peu spécial dédié à la photo qui serait présenté. C'est un appareil réellement, vraiment très ciblé, très particulier. Ce test va être un petit peu long parce qu'en plus c'est Symbian, c'est un OS que je connaissais bien à l'époque. Je dois admettre que je le connais de moins en moins bien parce que je ne l'utilise plus au quotidien, mais j'essaye je me suis remis un peu au niveau, au goût du jour, on va dire. Et pour le coup, déjà première chose, oui, c'est un appareil qui tourne sous Symbian, donc la première chose importante à dire, c'est un OS qui a plus d'avenir et qui va être qui est en cours d'abandon, on va dire, par Nokia. Mais je vais peut-être pas commencer par ça, on va commencer par un déballage et puis après on va voir ce terminal parce qu'au-delà de l'OS, vous verrez qu'il est quand même très intéressant et il peut convenir à beaucoup de personnes malgré l'utilisation de Symbian. Alors, on va le déballer si j'arrive à ouvrir la boîte. Hop, alors. Bon, l'appareil n'est pas là, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. On a quelques notices. Voilà, classique. Et dedans, on n'a vraiment pas grand chose. On a des écouteurs intra-auriculaires comme ça, qui sont plutôt pas mal, plutôt jolis en plus. Donc ça, c'est bien. On a un câble USB, micro USB. On a un bloc chargeur que j'utilise, donc je l'ai pas là-dedans, désolé, mais c'est un petit rond blanc sur lequel vous branchez le câble USB, micro USB. Et on a une petite lanière ici, là, comme ça, pour tenir votre appareil, puisque comme c'est un terminal qui est vraiment très axé photo, ça peut être utile. Et puis je crois que c'est tout. On a des petits trucs comme ça, des adaptateurs pour changer, enfin, pas adaptateurs, mais les embouts pour les écouteurs. Alors, j'ai un petit problème, c'est que j'ai utilisé ce terminal pas mal. Et la raison pour laquelle je vous montre le dos, c'est parce qu'il y a ce magnifique appareil photo. Non, allez, hop, on y va. Voilà, il est tombé et l'écran s'est fracturé. Alors, c'est la première fois que je fais un test d'un appareil qui a été fracturé et j'en suis vraiment désolé. Ça ne se reproduira plus, probablement, je ne sais pas. En tout cas, bon, tout ça pour vous dire, voilà, c'est du Gorilla Glass, donc normalement c'est très solide. Moyennant quoi, moi je l'ai utilisé vraiment en mode photo, vidéo à fond. Et visiblement il est tombé quelque part et je me rappelle pas sincèrement et voilà ce qui s'est passé. Je vous montre ça rapidement. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire pas grand chose, je pense, parce que n'importe quel appareil aujourd'hui tombe, s'il fait une mauvaise chute, il peut quand même se faire très très mal, moyennant quoi je pense que le design de cet appareil, et si vous entendez du bruit c'est parce que je sors en fait mon N8 ici, je pense que le design de cet appareil fait que il est un tout petit peu plus fragile que le N8 et je vais juste vous expliquer pourquoi juste avant de passer par les specs, le déballage, etc. Enfin le design, parce que quand même c'est la première chose qu'on voit, c'est assez horrible. C'est que cet appareil là, il y avait des rebords qui me semblaient un peu plus gros, il y avait tous ces petits contours là qui protégeaient un peu l'écran. Je sais pas, alors qu'ici l'écran est réellement sur le bord directement. Alors c'est joli, c'est très bien, mais du coup quand vous avez un moindre choc ici, et d'ailleurs là on voit clairement que le choc s'est passé quelque part par là, et je pense que comme il y a un choc ici, il a dû rebondir d'une façon assez atroce, et sincèrement je me rappelle pas. Mais bref, et donc voilà, ça s'est passé comme ça, et c'est pas pour vous dire que vous allez casser comme très facilement l'écran de votre 808 PureView, c'est juste, bah voilà, j'ai cassé mon écran, c'est les choses qui arrivent. Mais bien sûr, vous pouvez l'emmener dans un Nokia Care, dans un centre Nokia Care, et normalement ils pourront s'occuper de votre cas si ça vous arrive. D'ailleurs, c'est ce que je ferai juste après avoir fait ce test. Alors, le 808 PureView, qu'est-ce qu'il a sous le capot? Alors, c'est un terminal qui est disponible en blanc, en noir, comme ici, et en rouge. Donc, 3 couleurs, c'est plutôt bien pour, comme d'habitude chez Nokia, des couleurs assez sympathiques. Il tourne sous Symbian Belle FP1, Feature Pack 1. Donc on en parlera un petit peu après. Un écran 4 pouces, 360 par 640, c'est la même résolution que sur le Nokia N8, donc une densité de pixels qui est inférieure. C'est du AMOLED, CBD, Clear Black Display, c'est une technologie qu'on a
commencé à voir déjà il y a bien 2 ans, il me semble, sur tout ce qui est E7, etc. C'est basé sur l'AMOLED et ça permet d'avoir vraiment des noirs plus profonds, des blancs très blancs, de belles couleurs, et globalement c'est plutôt réussi sur cet appareil. C'est du Gorilla Glass, donc je fais admirablement la démonstration en ayant cassé l'écran. 16 Go de mémoire interne, vous pouvez aller jusqu'à 32, vous pouvez rajouter 32 en plus via une carte micro SD classique. On a 1 Go de ROM, donc pour tout ce qui est installation, pour tout ce qui est système. Mais donc normalement quand vous installez des applications, vous pouvez choisir la mémoire du téléphone, mémoire externe, notamment installée normalement sur la SD. Normalement ça ne devrait pas poser de problème. 512 MO de RAM, bon classique. Une puce NFC, il tourne en micro SIM et il a un port micro HDMI juste ici. Et ça c'est plutôt bien, on verra ça un peu après. Un processeur à 1,3 GHz, c'est du single core, 41 mégapixels. Alors pour l'appareil photo c'est un peu particulier, c'est du 41 mégapixels maximum, l'optique permet 41 mégapixels. Dans les faits, vous ne les utiliserez jamais. Et on verra ça un petit peu en détail, on verra ça bien en détail lors du test. Maintenant, sachez juste une chose, moi je suis pas un expert en photo. Et donc du coup, le test vidéo va être, je vais essayer de survoler et vous parler de la plupart des fonctionnalités et ce que j'en pense. Et globalement, vous verrez, c'est excellent. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, vous aurez le test écrit dans lequel je vais faire intervenir un de mes spécialistes photo que vous avez déjà vu sur Test Mobile, qui a déjà publié des articles liés au 808, etc., qui s'appelle FNUF. Et vous verrez, ça devrait envoyer du lourd, c'est juste que dans l'immédiat, voilà, moi je pense que chacun a ses spécialités, et là pour le coup la photo c'est pas exactement mon truc. Il filme en 1080p à 30 fps et on a une batterie 1400 mAh qui est plus que ce qu'on avait sur le N8. Et je peux vous dire, c'est niveau autonomie globalement Symbian, moi je trouve que ça a toujours été à peu près correct. Sur le 808, j'ai vraiment pas de soucis. Je suis pas le seul d'ailleurs, hein. Tous ceux qui ont fait les tests du 808 disent que l'autonomie n'est pas trop mauvaise, on va dire. Moi personnellement, l'ayant utilisé, je l'admets un peu plus pour faire des photos, des vidéos qu'au quotidien, je suis plutôt satisfait. Et puis les moments où je l'ai utilisé comme téléphone réellement, j'étais plutôt satisfait également, et vous aurez une grosse journée sans souci. Alors, la raison pour laquelle je dis je ne l'ai pas utilisé au quotidien, malgré le fait que, comme vous pouvez le voir, je l'ai utilisé régulièrement, puisque j'ai pris le temps même de l'abîmer. C'est simple, c'est que c'est Symbian Belle, c'est Symbian tout court, et Belle c'est la meilleure version, on va dire, de Symbian, mais ça reste Symbian. Et Symbian, c'est un OS qui est pas, enfin j'allais dire qui est pas au point, c'est pas vrai, c'est un OS qui est vieux, on va dire, qui a été travaillé petit à petit. Ils ont rajouté une touche tactile sur un OS qui était à la base non tactile. Ils ont ajouté une nouvelle interface avec Belle et c'est joli, et vous allez le voir, c'est très joli, hein. Ça me fait penser à ce qu'on a sous Migo, sur le N9 un petit peu dans l'idée. Mais derrière, ça manque de beaucoup de choses, et on va le voir tout de suite d'ailleurs. Alors, on va commencer par le design. Qu'est-ce qu'on a? Un design qui est assez banal quand même, hein, vous voyez, avec cette touche, cette barre en bas là qu'on trouvait sur des... Je sais pas, ça me fait penser un peu à un 5800, il me semble que le 5800 il avait une barre un petit peu comme ça, ou en tout cas chez Nokia il y a eu pas mal de terminaux avec une barre centrale comme ça. Pourquoi pas, maintenant c'est vrai que c'est pas forcément très moderne, mais c'est pas dérangeant puisque c'est quand même bien soigné. Et ça c'est la première chose qu'on voit quand on le prend en main, c'est un appareil qui est lourd. Je vais essayer de vous choper le poids tout de suite. Hop, pardon, désolé, je le connais pas par cœur. Et ouais, et donc qui est lourd, et quand vous le prenez en main, vous sentez vraiment la qualité de fabrication, et c'est très agréable. Et quand je dis qu'il est lourd, il pèse 169 grammes. Quand on sait qu'un smartphone classique en haut de gamme avec un écran plus grand que ça pèse plutôt 130-140, c'est vraiment assez lourd. Et c'est essentiellement dû à ça et aux matériaux utilisés un petit peu partout. Écran 4 pouces, donc diagonale ici, on a les boutons là qui sont en fait décrocher, raccrocher et menu, qui permet également d'accéder aux multitâches. Vous le verrez un petit peu après. Là on a quelques capteurs en haut. Sur la droite on a la touche de volume qui permet également bien sûr de zoomer, dézoomer pendant que vous faites des photos ou des vidéos. On a également la touche ici qui permet de déverrouiller, verrouiller, déverrouiller, et également quand on reste appuyé dessus d'activer le flash, la torche.
En fait, ça, c'est une LED. Sur le N8, on ne pouvait pas faire ça puisqu'il n'y avait que le flash au xénon. Et là, on peut pas le... Enfin, là, ça utilise une LED qui est en plus, en fait, qui est en bas ici. C'est celle qui... Il me semble que c'est celle qui permet de faire le focus, notamment. Enfin, vous le verrez un peu après. Hop, bouton dédié pour l'appareil photo, qui est bien. Qui est vraiment bien. C'est un des meilleurs boutons que j'ai eu l'occasion de tester, on va dire, si toutefois je teste des boutons. Seul truc, c'est que comme tous les boutons, je trouve que c'est à la fois bien réglé, et à la fois, parfois, quand vous appuyez... Bah forcément ça fait un peu bouger le téléphone et moi du coup ça m'arrive quand j'ai vraiment besoin de pas bouger, j'utilise le bouton tactile à l'écran, mais ça c'est une question de choix après. En dessous on a juste le micro, là c'est le petit emplacement pour la lanière, on n'a rien sur le côté gauche. En haut ici on a le jack 3.5, le port USB, micro USB qui est rectangulaire, et alors j'insiste là-dessus parce que sur par exemple un S3 ici, on le voit, il est avec cette forme là qu'on a l'habitude de voir quand même sur la plupart des terminaux, c'est ça, et c'est un port qui est avec des angles un petit peu coupés ici, et ça fait qu'il y a pas mal de câbles qui passeront pas dans ces appareils et qui passeront dans tous les cas sur ceux-là. C'est très bizarre, c'est comme par exemple le câble USB on the go du N8, il va passer sur le N8, il va passer sur celui-là, il va passer sur le Xperia S qui a un port comme ça, et sur d'autres terminaux qui ont des ports micro USB non rectangulaires, bah, ça passera pas. Et j'admets que je suis pas trop capable de vous expliquer pourquoi. En tout cas, je vous le signale ici. On a un petit cache là pour l'HDMI, donc c'est du micro HDMI, hop, ça ressemble à ça. Et vous l'avez vu lors du déballage, il n'y a pas de câble micro HDMI qui est proposé, et ça c'est d'après moi un gros problème. Enfin c'est un gros problème, c'est à dire que sur le N8 on l'avait et là on l'a pas, donc pourquoi je ne sais pas. C'est un petit peu dommage, il faut bien le reconnaître aussi, vous l'avez vu lors du déballage. Si vous comparez le contenu de la boîte du N8 par rapport au contenu de la boîte du 808, vous verrez qu'il y a eu je sais pas, une sorte de restriction budgétaire, ils ont essayé de faire des grosses économies. C'est pas vraiment un reproche que je fais à Nokia puisque la plupart des constructeurs mettent encore moins de contenu que ça dans leur boîte. Mais avec le N8, on nous habituait à avoir, avec le N8, il y avait un câble HDMI, pardon, un adaptateur HDMI, micro HDMI, il y avait un câble USB on the go, le câble micro USB, etc., etc. Il y avait pas mal de trucs, notamment ces deux adaptateurs qui sont vraiment précieux. Et là, on n'a rien. Alors peut-être qu'ils partent du principe que vous les avez déjà, puisque vous avez potentiellement eu le N8 avant, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment ça. Et ensuite, ici, bien sûr, l'arrière, avec une bosse qui est tout simplement gigantesque. Et quand je dis gigantesque, c'est parce qu'elle fait grossir cet appareil de manière assez conséquente. Par exemple, je compare ici un Lumia 800, on voit bien que voilà, c'est pas du tout le même gabarit. Et de manière un peu plus pertinente, je reprends mon N8, mais... Voilà, sur le N8, on avait déjà un élément comme ça qui ressortait, qui était déjà un petit peu étrange. Et là, on est vraiment à un autre niveau, quoi, comme vous pouvez le constater. Alors, est-ce que c'est un gros problème? Oui et non. C'est-à-dire que, en termes d'ergonomie, puis là, on va parler prise en main, du coup, comme c'est un appareil qui est plutôt robuste, qui est même très robuste, quand vous le prenez en main, il est très dur, c'est du plastique bien monté, c'est extrêmement bien fait. Et j'étais très surpris par ça, d'autant plus que la matière est mate. De cette façon là, c'est plutôt joli, ça tient très bien en main, c'est agréable, franchement il n'y a pas de souci. Et en plus quand vous le prenez en main, en fait votre main va le prendre comme ça, on va prendre avec la main droite, votre doigt, votre index se retrouve directement en dessous, et vous le prenez comme ça, vous l'utilisez de cette façon là, le pouce qui se promène là, et vous avez le doigt là, donc il n'y a pas de souci. C'est pas comme si vous aviez le doigt coincé ici, vous savez pas où le mettre, etc. Nokia a pensé à ça quand même, et c'est pas un problème. Ensuite après, quand vous le posez, bien sûr, forcément, il y a cette zone-là qui est en contact avec le sol, enfin, voilà, sur l'endroit sur lequel vous le posez. Et du coup, ça va provoquer quelques rayures, que vous allez peut-être voir un petit peu ici, tout du long. Mais je pense, déjà, ça va pas abîmer l'optique, c'est la première chose, c'est sûr. Et puis de deux, avoir quelques rayures là-dessus, c'est pas un gros problème. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'optique, donc c'est Carl Zeiss jusqu'à 41 mégapixels, c'est écrit dessus. Elle est vraiment grosse. On a le flash xénon au-dessus et la petite LED juste au-dessus ici.
Et le flash, c'est une merveille. Enfin, vous le verrez dans les échantillons, et puis on va le voir quand j'explorerai la galerie. Mais quand vous prenez des photos avec ce flash-là, vous avez un vrai beau flash qui est bien diffus. Et bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler. J'ai oublié le haut-parleur, ici, qui est une tuerie. Vous le verrez aussi. Alors, vous voyez, c'est pour ça, il y a plein d'éléments comme ça. Et encore, on n'a même pas regardé à l'intérieur de l'appareil, mais il y a plein d'éléments comme ça qui sont juste magiques. Et hélas, j'ai envie de dire, il tourne sous Symbian. Et ici, je sais pas ce que c'est ça. C'est une petite barre, à mon avis, pour peut-être donner une sorte d'équilibre, je ne sais pas, purement esthétique. La mention 808 et on accède à enfin on ouvre ici. C'est assez robuste, c'est pas mal fait. Là, on a l'élément NFC qui est en contact toc ici avec les deux connecteurs là. Ça permet d'avoir vraiment du NFC directement touché de la coque arrière. Bon, généralement, de toute façon, ça se passe comme ça. C'est au niveau de la batterie. La batterie ici, derrière, on a la SIM, enfin la micro SIM et la micro SD, pardon. Et puis, c'est à peu près tout. On va refermer ça, si j'y arrive. Hop, voilà, vous entendez des gros claques. Et c'est bon. Ok. Bon. Sur cette introduction un petit peu longue, on va passer à l'interface. Et alors, c'est compliqué. Alors, je vais d'abord faire un petit contexte. Qu'est-ce que c'est Symbian Belle? Symbian Belle, c'est, comme je disais, la dernière version de Symbian. Symbian, à la base, c'est un OS plutôt pour les appareils non tactiles, qui a été d'ailleurs pensé à la base pour du non tactile, qui a été, entre guillemets, tactilisé avec la version 5 qu'on a connue sur le 5800, le N97, etc. On a eu ensuite des changements de stratégie. On a appris que Symbian, ce serait mort en 2015-2016. Il y a eu une première version qui a été, enfin un gros changement qui a été Symbian ANA, qui a apporté pas mal de nouvelles choses. Et là, Symbian Belle, qui a apporté d'autres choses. Symbian Belle, c'est quelque chose qu'on a eu sur le N8 en mise à jour. Et FP1, Feature Pack 1, c'est ce qu'on a ici sur le 808 PureView avec quelques petits ajouts. Il y a des éléments qui ont été ajoutés en plus, bien sûr, par rapport à ce qu'on avait avant. Par exemple, ce widget photo qui est vraiment sympa. On aura l'occasion de voir un peu ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs pages d'accueil. On peut personnaliser les pages d'accueil. On peut rajouter des écrans d'accueil ici. Et on peut mettre des widgets. On a un tiroir ici qui a été repris un petit peu, on va le dire quand même, un petit peu basé sur ce qu'on trouve sur Android, mais c'est pas forcément un problème, au contraire, moi je trouve ça excellent. Qui permet d'accéder à quelques notifications et également à des contrôles rapides, également le Wi-Fi ici. Voilà. On défile entre les pages, c'est assez fluide, ça va. Au niveau de la personnalisation de la page d'accueil, vous avez des icônes ici que vous pouvez déplacer, c'est assez libre. Ça j'aime bien parce que par exemple vous avez différents niveaux, vous pouvez les mettre en quinconce comme ça, c'est assez étrange, mais c'est plutôt bien. Donc, voilà, vous pouvez faire comme ça, ce genre de choses. Au niveau des widgets, vous pouvez les déplacer et c'est assez, encore une fois, c'est assez précis quoi. On peut aller jusqu'à assez haut dans l'écran pour au final se retrouver avec une page d'accueil vraiment bien remplie. Ça j'aime beaucoup. Voilà. Et ça, c'est mieux, niveau gestion des widgets en tout cas, comme déplacement, etc., c'est mieux que sur Android. À savoir que vous pouvez aller jusqu'en haut, etc. Maintenant, vous ne pouvez pas redimensionner les widgets, vous pouvez pas... vous avez beaucoup moins de widgets, beaucoup moins de contenu, donc de toute façon, c'est moins intéressant. Mais je trouve que la gestion est plutôt bonne. Je me demande si on peut mettre ça là. Ah ouais, comme ça. C'est pas mal. Vous pouvez mettre donc pas mal d'icônes si vous avez envie. Ensuite, vous restez appuyé sur le bouton ici, vous avez le multitâche qui s'ouvre. Alors ça, c'est des nouvelles fonctionnalités de FP1 par rapport à la première version de Belle. C'est ce multitâche comme ça, avec des grandes vignettes et la possibilité de fermer l'application ici. Et quand je dis fermer l'application, c'est pas comme sous Android où c'est juste des affichages de processus qui ont été lancés, etc. Là, on a du vrai multitâche. C'est quelque chose qu'on a dans Symbian depuis le début. Quand vous lancez une application et que vous appuyez sur la touche menu ici, vous revenez sur la page d'accueil, l'application reste en tâche de fond. Si vous appuyez là, parfois ça la ferme, parfois ça la ferme pas, puisque ça dépend aussi de la gestion au niveau de... Enfin, c'est le développeur qui décide, oui ou non, on ferme l'application quand on appuie sur accrocher. Quelques widgets encore ici, par exemple un widget email, hein. Donc là j'ai configuré mon compte Gmail et j'ai mes mails ici. On a un widget musical ici.
qui est plutôt bien. On a le lecteur audio qui s'affiche ici, mais on ne peut pas contrôler la musique directement. Et hop, et ici on n'a rien qui s'affiche pour gérer la musique. On ne peut pas baisser le tiroir des notifications quand on est là-dedans. Au niveau de l'écran, là je ne vous l'ai pas montré, mais pardon, on a cet écran là de déverrouillage où on fait activer si on a envie. Et autre chose, on a l'heure qui s'affiche en permanence comme ça, en mode vraiment quasiment transparent, qu'on voit vraiment très très peu. Et ça c'est une fonctionnalité qui a été proposée via des applications dans le Beta Lab par Nokia. Et qu'on retrouve ici dans un produit commercial, et je trouve ça vraiment bien. En fait ça reste en permanence et ça consomme très peu d'autonomie. On a l'heure qui s'affiche en permanence, je trouve ça très très bien. Quand on reste appuyé, on peut ajouter un widget, donc on a la liste des widgets qui s'affiche ici. Parfois, quand vous téléchargez des applications, vous allez avoir des widgets qui seront proposés aussi. Vous pouvez aussi télécharger des widgets à part entière, mais par défaut, vous avez quelques trucs quand même, c'est pas vide. Vous avez l'agenda, une appli liée aux cartes, batterie monitor, les contacts, vous pouvez regrouper les contacts, les groupes, données mobiles avec 100, email, Facebook. Par défaut, vous avez des solutions sociales qui sont intégrées. La position, la météo, voilà, c'est ce qu'on a sur la page d'accueil, on l'a vu tout à l'heure. Le NFC, activer, désactiver, les photos, c'est ce qu'on a. Vous pouvez mettre plusieurs fois un même widget, hein. Par exemple, hop, voilà, je vais faire ça. Toc, j'ai 2 fois le NFC, ça sert à rien, mais ça peut être utile si, je sais pas, pour X ou Y raison. Donc du coup, ça fait ça. Là, c'est le widget météo qui va vous géolocaliser. Ou il me semble que vous choisissez à la ville, je sais pas, ouais, lieu actuel. Là, c'est un widget photo qui va vous afficher quelques photos aléatoirement dans les dernières photos qui ont été capturées. Et quand vous changez, vous voyez, ça se recalcule. Puis c'est à peu près tout. Je pense que pour les widgets, on a fait le tour. Ensuite, après, vous pouvez ajouter des raccourcis vers n'importe quelle application. Ça, c'est plutôt bien. Voilà, par exemple, n'importe quoi. Hop, toc. Voilà, et l'icône se met là. Vous pouvez la déplacer. La mettre où vous voulez à peu près. Et puis bien sûr vous pouvez changer le fond d'écran. Donc là vous allez voir, vous pouvez mettre fond d'écran par défaut, c'est lié au thème ou photo, et vous accédez à la galerie et là bah, vous choisissez. Par défaut, et oui vous voyez j'ai pas mal de photos et vous verrez la galerie un peu après. Voilà, par défaut ils vous mettent quelques trucs, donc par exemple des photos comme ça, des photos comme ça ici, des visuels assez sympas je trouve. Un peu street art qui sont là et c'est ceux que j'ai utilisé ici en fond, à part celui-là qui est une photo que j'ai eu l'occasion de prendre. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour la page d'accueil, c'est plutôt bien fait. Bien sûr, moi je trouve qu'on est moins abouti qu'un Android avec les widgets qui se redimensionnent, etc. Maintenant, c'est quand même excellent. En termes de page d'accueil, surtout si on connaît Symbian depuis longtemps, c'est très très bon, mais c'est comme ça depuis un certain temps, c'est-à-dire que la notion de widget sur des pages d'accueil, on la trouve depuis le N97, et le N97 ça commence à faire déjà quelques années. Voilà, ensuite, vous pouvez passer un appel, et je vais en profiter juste pour vous montrer un truc, toc, numéro de la version, donc là vous voyez c'est Nokia Bell Feature Pack 1, et c'est la version de logiciel qui date de mai. 19 mai. Voilà, c'était juste pour information. Là, on peut commencer à saisir un numéro. On n'a pas de proposition qui s'affiche, c'est un petit peu dommage. J'aimais bien ça sur les mobiles, par exemple le E71 qui tournait sous Symbian. On avait ce genre de choses et c'était plutôt sympa. Ici, on a les numéros composés. Là, les appels en absence et là, les appels reçus. Il y a un truc qui est un peu dommage et vous le verrez tout au long du test, il y a quelques fonctionnalités étrangement qui ont été soit enlevées, soit des bugs qui ont été rajoutés d'une certaine façon, des problèmes d'ergonomie. C'est assez aberrant d'ailleurs. Par exemple, normalement, on peut cocher les différents éléments. En fait, ça c'est un des trucs. Sous Symbian, il y a la notion de cochage, on va dire, de sélection multiple qui est présente depuis longtemps. Ben, avec le 808, sous FP1, ça a disparu. Par exemple là, j'ai pas d'option cocher, je peux juste faire supprimer. Quand je vais dans le menu ici, j'ai juste ouvrir contact, effacer la liste, donc c'est effacer tout, voilà, ou les paramètres. Donc on n'a plus cette option là, et ça c'est bizarre, ce genre de truc, j'arrive pas à le comprendre.
on a les contacts qui s'affichent ici. Toc, par exemple, je vais rentrer dans ce contact-là. Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai configuré mon compte Google en Exchange et j'ai la possibilité de recevoir mes mails Gmail et également de synchroniser mes contacts. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, synchroniser avec Nokia Sync. Là, il n'est pas utilisé. Hop, ça va être tout. Sinon, dans les paramètres, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, serveur, recherche à distance, Exchange. Bon, ok. Vous pouvez sélectionner également où sont sauvegardés vos contacts, ce genre de choses. Donc là, par exemple, je rentre dans un contact, j'ai sa fiche qui s'affiche. Et là, je peux voir ce que fait ce contact-là sur les réseaux sociaux. Et on a une application. Alors là, je l'ai pas mis. Je l'ai pas configuré, mais on aura l'occasion de le voir un peu après. Mais vous pouvez voir, synchroniser pour voir ce que fait la personne sur les réseaux sociaux. Mais c'est assez limité comme intégration sociale. On est loin de ce qu'on trouve sur Android, encore une fois. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On a la fiche affichée de cette façon-là, ici, avec la possibilité d'éditer les données. Et sinon, bah, voilà, cette fiche-là avec l'avatar. Là, vous pouvez lancer un appel très rapidement, voilà, comme ça. Ou lui envoyer un message. Faire son portable de cette façon-là. Et bien sûr, on aura l'occasion de voir tout ce qui est saisie texte un petit peu après. Au niveau des contacts, c'est pas trop mal. Ça manque un peu de fluidité, je trouve. Il y a un léger décalage à chaque fois quand vous faites un mouvement. C'est un peu, je trouve ça un peu gênant. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans toute l'interface Symbian Belle sur ce 808. C'est une constante. Il n'y a pas de chichi à faire. De toute façon, on n'est pas sur quelque chose d'optimal en termes de tactile. Et ça ne le sera jamais d'ailleurs, hélas. Voilà. Alors, ensuite, donc ça c'était pour le côté contact, et du coup je pense qu'on peut passer au menu principal et aller voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc on a les contacts, c'est ce qu'on a vu, on a la messagerie. Donc là voilà, j'ai tous les messages qui s'affichent à la suite. L'espace est plutôt optimisé, je trouve ça assez bien, c'est bien fait. Et quand on rentre dans un message, on a celui-ci qui s'affiche de cette façon là, donc c'est sous forme de bulle, c'est très très classique. Et là j'ai un mode de saisie texte qui n'est pas celui qui est proposé par défaut, et ça c'est bien. Disons qu'on peut changer le mode de saisie texte, mais c'est pas comment dire, c'est pas aussi simple que je sais pas, que encore une fois, ça m'ennuie de comparer Android, mais c'est vrai, on peut moins personnaliser son clavier que sur Android. Sur Android, vous téléchargez plusieurs claviers, il y en a beaucoup, il y en a quasiment des centaines. Sur le Nokia Store, sur le store, il y a un petit peu moins de contenu, mais vous pouvez quand même télécharger différents claviers. D'ailleurs, un des problèmes avec la saisie texte ou Symbian et les différents claviers, c'est que vous pouvez pas facilement basculer de l'un à l'autre. Là, par exemple, j'étais sous Swipe, parce que c'est celui que j'utilise quand je tape dessus. Parce que le clavier par défaut, vous allez le voir, est pas très bon. Et pour pouvoir changer et revenir à celui de base, il faut redémarrer le terminal. Et ça, c'est vraiment pénible, d'autant plus qu'encore une fois, voilà, là je sais pas, voilà, le clavier par défaut est vraiment mauvais. Et donc ici, en fait, vous pouvez commencer à taper le nom de votre correspondant. Normalement, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, pardon, c'est l'habitude d'Android, encore une fois. Donc en fait, vous tapez le nom de la personne et il va l'associer. Normalement, il l'associe. Et du coup, j'ai un léger doute, donc je vais vérifier. Voilà. Là, il associe à l'envoi et il me le propose. Bon, très bien. Détail du contact non valide. Sinon, ce que vous faites, c'est assez simple. Vous faites A et vous sélectionnez plusieurs contacts et vous les ajoutez. Voilà, comme ça, c'est réglé. Alors, pour la saisie texte, avec le clavier par défaut, ça se passe comme ça. Vous avez différentes options. Vous pouvez activer la saisie prédictive si vous voulez. Vous pouvez changer la langue d'écriture. Dans les paramètres ici, vous pouvez gérer la suggestion de mots. Donc on va dire oui, niveau de correction élevé. Et mode de correction, afficher le mot saisi ou afficher la suggestion. On va laisser ça comme ça et on va voir. Alors, vous commencez à taper. Toc. Donc là, en fait, vous commencez à taper comme ça. Et la proposition va s'afficher là-haut. C'est ce que j'ai demandé. Vous appuyez ici, ça va vous sélectionner la proposition que vous avez. Et normalement, si je change ici, j'allais dire bonjour. Donc là, voilà.
Là, j'ai tapé non-jour, mais comme j'ai demandé à changer l'option, donc moi je pense que cette option-là, c'est la plus intéressante. En gros, si vous voulez utiliser ce clavier de manière un petit peu optimale, c'est comme ça qu'il faut le régler. Donc, on va essayer de taper un peu de texte rapidement. Donc là, bonjour, ça marche pas. Les amis, non, s'il te plaît. Les amis. Ouais. Et ça, c'est le gros problème que j'ai avec ce clavier, c'est que c'est sincèrement impossible de taper rapidement. Il me semble qu'il gère toujours pas le multitouch. En tout cas, à l'époque, sur le N8, il ne le gérait pas et je ne crois pas que ça ait changé, sinon ça se verrait. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, quand vous tapez vite, bah, il va toujours louper un caractère. Et comme il loupe un caractère et que la saisie prédictive est mauvaise, bah, vous n'allez jamais réussir à taper correctement si vous essayez d'aller très vite. Alors, je sais qu'avec l'habitude, il y en a qui arrivent à taper très très vite en appuyant vraiment touche par touche et en allant quand même assez rapidement. Mais je trouve que voilà, pour comparer à la concurrence, sincèrement, Symbian, c'est à la limite d'être ridicule en termes de saisie de texte. Et ce qui est amusant, c'est que Nokia sait faire des bons claviers. Quand vous prenez ce qu'on trouve sur le le N9, pardon, c'est excellent, c'est très très fluide. Voilà, c'est à l'opposé de ça et je trouve ça très 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 dommage. Alors vous avez vu ce que ça donne en mode paysage, ça donne ça, désolé. Hop, les transitions sont assez rapides, c'est plutôt fluide. Et je pense que vous avez vu cet effet de changement de couleur quand l'écran passe en mode veille. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi sur le N8 et je crois que c'est dû c'est dû à la gestion logicielle qui doit se mettre dans un mode spécial quand il passe à moitié en veille. Je suis pas un expert là-dedans, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Alors après, vous pouvez changer le clavier. Moi, je vous ai montré Swipe au début et je vous conseille largement de le télécharger si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin là-dessus, sur la saisie de texte, sur ce terminal. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Sinon, il y a autre chose. Et si j'arrive à le retrouver, je sais plus où il est, c'est le clavier alphanumérique qui est ici. Et normalement ici j'active la saisie prédictive et je vais pouvoir taper un petit peu old school en fait. Alors attendez, ça, les amis, oups, pardon, c'est moi, ça va, voilà, ça va. Et ça c'est, bon bref, et ça marche plutôt bien aussi, mais c'est pas vraiment moderne comme mode de saisie. Par contre avec ce mode là vous pouvez taper à une main, enfin un doigt plutôt, avec le pouce comme ça, c'est assez bien. Bon, en gros, et une fois que vous avez écrit votre texto, vous avez l'expéditeur bien sûr là-haut, vous pouvez l'envoyer, ajouter une pièce jointe, etc., etc. Il y a pas mal d'options, et ça fonctionne, ça a toujours bien fonctionné sous Symbian sur ce point-là. Mais le gros problème, d'après moi, dans Symbian, c'est pour ça que je me suis un peu attardé là-dessus, désolé, c'est la saisie texte. C'est extrêmement mauvais, et Nokia a jamais su vraiment l'améliorer. Et rien que pour ça, je trouve que c'est rédhibitoire. Pour moi, un terminal aujourd'hui, un smartphone en 2012 qui est incapable de proposer un clavier virtuel qui est bon, d'après moi, il n'a même pas sa chance sur le marché. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un terminal spécial. Parce qu'il a plein de côtés qui sont géniaux, et il y a plein de côtés qui sont absolument horribles, comme d'après moi la saisie texte. Et je suis pas le seul à penser ça, c'est pour ça que je me permets d'être un petit peu dur, et surtout que ça fait longtemps qu'on en parle de ces saisies texte qui est vraiment mauvaise. Donc voilà, ça c'était pour la partie messagerie. Vous pouvez bien sûr envoyer des SMS, des MMS, c'est ce que je vous disais. Ensuite là, vous pourrez réorganiser les icônes dans le menu principal, les afficher par liste. On va le faire comme ça. Oh, attendez, il y a un petit coup de pression, voilà c'est bon. Et les trier A à Z. Vous pouvez également créer des dossiers. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, ça ira bien. Et mettre ensuite des éléments dedans. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Je sais plus comment on fait. Bon, bref, peu importe. Je pense que vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, déplacer dans le dossier. C'est moi qui suis nul. Mais en fait, ça c'est un réflexe que j'ai d'avant. Sous les précédentes versions de Symbian, ça marchait comme ça. Alors, petit truc qui est un peu étrange, c'est pas étrange, mais ça c'est quelque chose qu'on a depuis, il me semble depuis Anna, c'est que le menu principal, en fait, il est complètement linéaire, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de dossiers qui sont pré-créés. C'est vrai que vous aviez peut-être l'habitude avec Symbian d'avoir un dossier application qui se crée tout seul, avec toutes les applications qui vont dedans, etc. Là, c'est à vous de le faire et de réorganiser ensuite vos icônes vous-même, quoi. Donc, je pense pas que ce soit un gros problème.
Et si vous restez appuyé là, vous pouvez aussi demander à l'ajouter sur l'écran d'accueil. Ok, on va passer au web. Je pense qu'on va passer la plupart de l'interface là comme ça, et je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la suite. Et puis on terminera par l'appareil photo parce que c'est quand même l'élément le plus intéressant finalement sur cet appareil. Histoire de pas oublier le reste. Ok. Alors juste un truc, je vais quand même repasser en AZERTY, c'est un peu plus intéressant. C'est un navigateur web qui a été retravaillé depuis... Désolé, j'arrive pas à tout supprimer. Voilà. Hop. C'est pas ce que je voulais faire. C'est moi qui suis pas doué, hein. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est un navigateur qui a été introduit depuis... en fait, depuis ANA, il me semble que le navigateur avait changé. Ensuite, il y a eu Bell et il y a eu aussi des modifications. Là, c'est vraiment le navigateur de Bell. Avec cette interface qui est nouvelle, qui est plutôt jolie. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est très sympa. Maintenant, c'est encore une fois, ça c'est le deuxième gros point négatif de Symbian et ça n'a pas changé, et ça depuis des années. L'expérience sur le web est assez mauvaise et ça a toujours été comme ça. Alors, quand je dis assez mauvaise, c'est par rapport à la concurrence. Et le truc, c'est que Nokia s'est amélioré depuis le temps, mais la concurrence est devenue tellement bonne par rapport à ce point-là que, désolé, mais ça suffit pas. Et je trouve que vous avez peut-être trouvé ça contradictoire. Ça a beau être une expérience mauvaise, expérience mauvaise, c'est quasiment la meilleure expérience qu'on peut avoir sur un terminal Symbian sur le web. Et c'est ça qui est un peu triste dans l'histoire, c'est que, voilà, c'est la dure réalité. Symbian, c'est un OS qui n'a pas su évoluer assez rapidement. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il est en train de, il a été abandonné. Hein. Par contre, voilà, moi je trouve que là dans l'état, ça fonctionne quand même bien mieux qu'avant. On peut zoomer, dézoomer, on a le texte ici qui s'affiche en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez sélectionner du texte comme ça, faire des copier-coller, rechercher. Je vais aller dans un article. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. J'ai aussi ma carte SIM, mais normalement là, il va chercher. Il va tout chercher en Wi-Fi. Hein. Voilà. Il y a un truc qui est plutôt sympa aussi avec Symbian, c'est que c'est vrai que niveau fidélité, c'est pas trop mal par rapport à ce qu'on est censé avoir sur un ordinateur, par exemple. C'est pas exactement la même chose et c'est moins bien que par exemple sur un flagship Android, mais vous pouvez également, hop, lire des vidéos flash directement comme ça. Normalement ça marche assez bien. Alors attendez. Ça a toujours été un peu le problème, c'est que j'essaie d'appuyer sur full screen, voilà. Bon bref, voilà. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a... Je vais essayer de la fermer cette vidéo, si j'y arrive. Désolé, j'ai quelques difficultés. Ce que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps, le support de Flash. Et c'est bien, mais ça alourdit vachement l'expérience. Et au final, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas forcément excellent. Aujourd'hui, en plus, de moins en moins, ça devient intéressant d'avoir le support de Flash. D'autant plus que le gros problème, c'est qu'au niveau là, j'étais sur YouTube. Au niveau de YouTube, vous n'avez pas vraiment de... il y a un client YouTube qui existe, qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas excellent. Et il n'a pas vraiment évolué ces dernières années, j'ai l'impression. Et surtout, vous n'avez pas d'intégration. Par exemple, quand vous allez sur un site web, vous appuyez... C'est pas comme si vous appuyez sur la vidéo YouTube, elle se lance dans l'application et ça marche très bien. Non, c'est... Vous allez avoir le flash ou vous n'allez pas avoir le flash s'il n'a pas envie de s'afficher. Parfois, ça bug. Mais voilà, ça s'arrête là, en fait. Là, je suis sur la version mobile de Verge. Hop, c'est pas trop mal. Et on va aller sur la version la version bureau. Et je crois que je me suis planté. Je sais pas où est-ce que j'ai appuyé. Désolé. On va zoomer un peu.
S'il veut bien, non il veut pas puisque c'est la version mobile. Là ça devrait être pas terrible, mais c'est vrai que encore une fois c'est plus fluide que ce qu'on a sur un N8, et sur le N8 c'est plus fluide aujourd'hui que ce que c'était tout au début quand l'appareil est sorti, donc Nokia a fait des efforts, mais clairement sur un appareil Nokia aujourd'hui c'est bien mieux sous Windows Phone, mais ça c'est normal, enfin c'est normal, je sais pas si c'est normal mais c'est comme ça. On va attendre qu'il charge un petit peu toutes les données. Je vais aller regarder pendant ce temps-là s'il n'y a pas d'autres tâches qui tournent en fond. Non. On va attendre un petit peu hein, quand même qu'il ait le temps d'assimiler les éléments. Bon, là on a différents onglets qu'on peut lancer. On peut ouvrir de nouveaux onglets comme ça. Ici on peut sélectionner les précédentes recherches. Enfin les précédents éléments qui ont été affichés. On peut retourner à la page d'accueil, accéder au flux. Il y a un lecteur de flux RSS. Et c'est à peu près tout. On a les favoris ici, les sites les visités. Alors ça c'était les sites les plus visités, ça c'est les signés, les favoris. Et ça c'est l'historique. Voilà. C'était pas très fluide. Hop, on tourne comme ça. On peut fermer ça et retourner ici. On va voir ce qui se passe. C'est bon là? Ça a chargé ou pas? Bon, la page, bah voilà, c'est exactement, bon, c'est une bonne illustration, hein, c'est dommage parce qu'en fait ça c'est vraiment un site lourd et du coup c'est un bon test pour beaucoup de choses, pour beaucoup de mobiles, et je l'utilise souvent d'ailleurs. Et là, bah, vous voyez, sur le 808 c'est pas terrible du tout. Et le chargement est terminé normalement. Je vais aller voir là-haut dans la barre d'adresse si j'arrive à m'y rendre. Ah ouais, ça a chargé. Donc voilà. En gros, c'est ça le gros problème. C'est si vous voulez faire du web, bah, va falloir vous accrocher ou va falloir aller sur des sites légers. Donc ça, c'est le deuxième gros point négatif, comme je disais, de Symbian. C'est bah, voilà, la saisie texte plus le web. Le web, c'est très mauvais. Et ça n'a pas évolué depuis un bon bout de temps, quoi. Il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas fonctionné. La galerie, on va la voir après quand on va voir l'appareil photo. On a l'agenda qui est plutôt bon, pas de souci. J'ai rien à dire concernant l'agenda. On a les éléments qui s'affichent, c'est plutôt bien fait. Toc, on crée un événement, on a la journée qui s'affiche de cette façon. On peut basculer en mois, en mode agenda de cette façon-là avec la journée et tâches, les tâches pour la journée. On peut changer de mois en défilant comme ça. Mode paysage, ça ressemble à ça. Et tout ça, vous pouvez synchroniser. Ce qui est pas mal, c'est que si vous... alors, il me semble que Google en Exchange, je crois que ça synchronise avec le calendrier. Dans tous les cas, sinon vous pouvez utiliser Nokia Suite quand vous connectez en USB, vous pouvez synchroniser. Il y a pas mal de possibilités pour synchroniser le calendrier. Ça c'est plutôt bien fait, c'est quelque chose qu'on a depuis un bon bout de temps. D'ailleurs, si je vais dans paramètres, qu'est-ce que j'ai? Je regardais juste s'il n'y avait pas les options de synchronisation. On a les différents agendas, voilà. Et là, Exchange Active Sync qui est visible et là personnel. Et si j'en rajoute un autre, vous pouvez mettre le nom de l'agenda. Créer un nouvel agenda, couleur d'agenda, afficher l'agenda. Et je sais pas si ici on peut en définir un avec une URL ou un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, voilà, quand vous synchronisez avec Exchange Active Sync ici, vous pouvez avoir vos agendas synchronisés. Jusque-là, j'ai un compte où il se passe absolument rien. D'ailleurs, vous allez le voir, là, je vais lancer le client email. Et c'est pareil ici, c'est ma boîte aux lettres. C'est voilà, c'est Exchange Active Sync. Et je vais regarder 2 secondes s'il n'y a pas la mention de tout ce qui est synchronisé avec. Non, je crois pas que ce soit là-dedans. Mais bref, vous avez vu, il y a les contacts, il y a l'agenda. Et ça se règle assez facilement, ça marche plutôt bien. Je vous conseille d'aller faire un tour sur Google si vous avez besoin des logins, enfin des données à rentrer, parce que c'est pas toujours très évident. Puis ça, c'est le client à trier par jour. Là, voilà, vous pouvez ensuite définir différentes options de tri, expéditeur, objet, priorité, etc. etc. Et ça, c'est plutôt sympa, parce qu'en mode objet, ça va faire plutôt comme des discussions, en fonction des objets. Date, ça va être plus classique.
Et vous pouvez les fermer, les ouvrir de cette façon-là. Et là, vous pouvez accéder à vos différentes... alors j'allais dire à vos différentes boîtes. Normalement, on a accès aux boîtes ici. Il me semble que quand vous avez plusieurs boîtes, vous avez l'accès aux différentes boîtes ici. Si je ne me trompe pas. Parce que là, on n'a rien. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, les différents dossiers, etc. Et ça synchronise avec Gmail. Du coup, vous avez dossier Gmail, Start, Junkbox, etc. Là, vous pouvez également cocher différents mails. De cette façon-là, pour les supprimer ou les déplacer. C'est écrit ici, activer le suivi. Marqué comme lu. Vous pouvez refresh ici et créer un nouvel email pardon, ici. Alors là, par contre, quand vous commencez à taper quelque chose, vous avez la proposition qui s'affiche ici. Vous pouvez mettre un objet et hop, tapez votre email. Là, on a la possibilité, là c'est les options du clavier, pardon, c'est pas ce que je voulais vous montrer, voilà, je vais vous montrer ça. Au niveau des pièces jointes, vous pouvez mettre différents éléments de cette façon-là. Définir une priorité, un suivi, ajouter un champ CCI par exemple directement ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? Non, on peut copier-coller du texte. Alors le copier-coller de texte, excusez-moi, je maîtrise plus trop le truc en fait. Je crois que ça va être dans l'option de saisie. Non, ça va pas être là. Normalement, quand on reste appuyé sur du texte, je sais plus comment ça marche. Bref, peu importe. J'ai envie de vous dire, c'est pas important. Mais vous pouvez copier-coller du texte. Vous pouvez voilà, un copier-coller qui était ici. Vous rajoutez, si vous avez copié-coller, enfin copier du texte du web par exemple, vous pouvez le coller dans un mail, ce genre de truc, ça marche très bien. C'est quelque chose qu'on a depuis un certain temps déjà encore sous Symbian. Ok. Le store, qui est la place de marché, qui finalement commençait à accumuler pas mal d'applications, et puis petit à petit, comme la plateforme a été abandonnée, vous avez pas tous les derniers trucs dedans, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le temps qui est passé, etc., vous devriez pouvoir trouver au moins une bonne application à peu près par usage. Par exemple, si vous voulez une application, je sais pas, on va dire Facebook. Bon, allez, on va plutôt aller voir Twitter. Bon, allez, je pense que Facebook, ça va vous intéresser un tout petit peu plus que Twitter. On va aller voir, vous tapez Facebook, faites rechercher. Pour accéder au store, faut avoir une carte SIM. Et là, vous avez pas mal de trucs. Facebook Browser. Alors, j'en cherche une qui est plutôt bien parce que je connais les noms. J'en vois pas ici. J'en vois pas. Vous avez une petite section d'applications, mais ce qui est sympa, c'est pas en fait forcément ce qui se passe dans le store, c'est ce qui se passe en dehors. Parce que ce qui est bien avec Symbian, et ce qui est dangereux aussi, si vous voulez avoir des logiciels, on va dire malicieux, c'est que vous pouvez installer des applications tierces. À partir du moment où elles sont signées, ou bien vous les signez vous-même, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est jouable. Et par exemple, il y a beaucoup de distributions d'applications Symbian qui se font en dehors du store. Même j'ai presque tendance à penser que la majorité des applications, enfin pas la majorité, mais une bonne partie est transférée en dehors, avec des gens qui téléchargent des fichiers. Et pour les installer ensuite, donc en client Facebook, vous en avez plein qui sont excellents. Et qu'on voit pas forcément ici parce que je les ai pas, voilà, mais par exemple ils sont pas référencés sur Facebook, mais normalement Fmobi, je pense qu'il est dispo ici. Ouais, voilà. Fmobi, c'est un bon client, il coûte 2 €. Bon, je sais pas, si vous avez acheté ce terminal et que vous voulez un bon client Facebook, vous pouvez regarder un petit peu aussi, aller voir sur Blog N8, on parle souvent de différentes applications pour Symbian, et c'est vrai que c'est les mêmes, hein, c'est exactement les mêmes applications que sur le N8. Et voilà, en gros, grosso modo, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est moins complet qu'iOS, que Android, même que Windows Phone d'une certaine façon, et encore là-dessus, je suis pas vraiment sûr. Mais vous pourrez trouver a priori, même si va peut-être falloir payer, mais c'est jamais plus de 2 €, 3 €, à part pour Gravity, qui est un excellent client Twitter, qui a environ à 8-9 €. Mais il vaut vraiment le coup. C'est que vous devriez trouver au moins une application géniale ou au moins bonne pour chaque utilité. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait avec le temps, quoi.
C'est-à-dire que comme la plateforme n'est pas toute jeune, bah, il y a une petite, voilà, il y a pas mal de développeurs qui sont liés à Symbian qui nous proposent différentes applications. Gravity, je vous en parlais, elle est à 9 euros. Voilà, là par exemple on a Foursquare. Et bah, grosso modo, si vous avez envie si vous cherchez quelques clients, quelques applications particulières, il y a un truc que je voulais dire, c'est que si aujourd'hui vous avez envie d'un terminal qui n'a pas trop d'applications, mais vous avez absolument envie d'avoir tel et tel client, parce que sinon vous pouvez pas utiliser votre appareil, je sais pas, imaginons moi, c'est même pas imaginons, c'est moi j'ai comment on dit, un compte premium Spotify, et Spotify existe et est gratuit bien sûr, c'est une application officielle, et existe pour Symbian, donc personnellement moi ça me suffit, j'ai un client Spotify qui marche bien, mais j'achèterai pas un mobile qui a pas de client Spotify. Bah, si vous avez aussi ce genre de cas pour vous, regardez, vous allez sur store.nokia.com, vous regardez les applications qu'il y a, ça peut vous aider. Et vous verrez, il y a beaucoup d'applications, le store est plutôt bien fait, il y a des promos régulièrement, ce genre de choses. Au niveau des jeux, c'est pas une tuerie, mais vous avez quand même quelques options, enfin quelques choix. Et vous le verrez un peu après, on a Angry Birds, etc. Mais c'est pas la panacée. De toute façon, ça n'a jamais été pour... Symbian n'a jamais été une grosse plateforme pour le jeu. Elle l'a été à un moment, elle ne l'est plus maintenant. Voilà. Ensuite, vidéo, bon, on va aller voir maintenant. C'est toute la partie qui regroupe vos vidéos, mais c'est pas forcément les vidéos que vous avez capturées. Là, vous voyez, normalement, je devrais avoir beaucoup plus de vidéos capturées, puisque j'en ai plein. Et vous le verrez, ça c'est dans la galerie. Quand vous ouvrez un DivX en natif, ça fonctionne. Mais c'est un petit peu long à charger quand même. Sinon la qualité après, enfin tout dépend du fichier, mais la qualité de l'écran est sympa, donc pour regarder un film, une série, c'est bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu long à basculer d'un moment à un autre dans la vidéo. Et ça c'est un petit peu dommage parce que le fichier fait juste 175 MO, c'est pas non plus un gros fichier. Et vous voyez là, j'ai le client store qui est derrière, je peux le fermer de cette façon. Et là ça permet d'accéder à des vidéos sur le store. C'est généralement des petites vidéos, des clips, des trucs comme ça, c'est jamais très intéressant. On va passer au lecteur audio, donc là qui est déjà lancé comme vous pouvez voir avec le petit point à côté de l'icône. Et il n'a pas beaucoup changé depuis ce qu'on avait... Même depuis les toutes premières versions, il y a juste voilà, la barre qui a changé, quelques options qui ont évolué, mais il n'a pas beaucoup évolué. Il reste intéressant, il y a toujours ce problème que j'avais détecté sur le N8 à l'époque. C'est que là vous arrivez dans une vue qui s'appelle album, c'est écrit en haut à gauche. Vous avez tous les albums qui s'affichent. Ok. Ensuite ici vous avez en écoute, donc le lecteur en écoute, les morceaux, donc là la liste de tous les morceaux, très bien. Vous pouvez revenir à album, vous pouvez revenir à liste de lecture si vous avez créé des listes de lecture. Encore une fois les morceaux, pardon, c'est parce que je vois au passage podcast, le menu est toujours là mais ils sont pas dedans, on peut pas en rajouter à la main, on peut pas rajouter d'URL, j'ai toujours pas compris comment ça marchait cette histoire, mais bon, et les genres ici. Mais comme vous pouvez le constater, et désolé je suis revenu en arrière, on n'a pas artiste. Et je suis désolé, j'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose qu'on avait déjà sur le N8, ce truc abominable qui n'affiche pas les artistes, et je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. Ensuite, en mode paysage, on est un mode cover flow qui est extrêmement fluide. Et ça, c'est un truc sur lequel Nokia travaille depuis... peut-être 2 ans, j'ai envie de dire. Il était en bêta il y a un sacré bout de temps. On pouvait l'utiliser déjà il me semble sur le N97. Et il fonctionne vraiment bien. Vous voyez, c'est très fluide. Et c'est ce qui est étrange, c'est que il y a pas mal de tout ce qui est galerie, j'ai envie de dire, galerie avec des vignettes, c'est très fluide. Et puis après, il y a des listes toutes bêtes qui manquent un peu de fluidité. Alors beaucoup moins qu'avant, mais quand même. Alors par exemple là je suis sur un artiste, enfin sur un album, j'appuie là, et j'ai le morceau qui s'affiche, et je peux le lancer. Voilà, et du coup je pense qu'on va pouvoir passer à la lecture de plusieurs morceaux.
Alors par défaut, ils vous mettent quelques trucs, hein, comme d'habitude. Donc vous rentrez là. Et ce qui est un peu étrange, c'est que quand vous rentrez dans un album, vous avez tous les albums ensuite qui s'affichent en cover flow, en mode portrait. Et vous pouvez ensuite défiler dedans et avoir voilà, les artistes, enfin les albums comme ça qui s'affichent. Et pour pouvoir avoir cette vue, il faut d'abord passer par cette vue en liste. Et c'est encore une fois étrange. Je sais pas, il y a trop d'incohérences dans cette interface. Et ça m'énerve profondément puisque ça évolue pas et ça risque pas de changer. Alors, ensuite vous cliquez là et vous avez l'interface ici qui s'affiche avec la pochette en grand. Vous pouvez régler le volume là. On va le mettre à fond parce que ça va envoyer du lourd. Si j'arrive, voilà. On peut défiler dans le morceau de cette manière-là. Suivant, précédent. Lecture, pause, le grand classique, shuffle ici, répétition. Retour à la bibliothèque, détail du morceau. Alors écouter par la radio, ça c'est génial. C'est l'émetteur FM, c'est quelque chose qu'on avait aussi sur le N97. C'est quelque chose qu'on a quasiment que dans Symbian. Je crois que j'ai jamais vu ça ailleurs. Et donc ça permet tout simplement de dire écoutez par la radio, vous l'activez, vous mettez une fréquence et dans votre par exemple voiture, vous mettez l'autoradio sur la fréquence en question et vous pouvez écouter la musique qui est diffusée à partir du téléphone. Et ça c'est tout simplement génial. Alors la qualité est pas top malgré tout, mais c'est quand même vraiment top comme fonctionnalité. Ça marche bien. C'est juste une question de qualité après. Il faut choisir des fréquences qui soient un peu au calme, on va dire. On a un égaliseur, mais c'est assez basique. Il faut choisir différents modes préenregistrés. Les paramètres, balance et activer contour ou désactiver. Et je crois qu'ici on a fait le tour, on a juste sonnerie. Bien sûr, ça c'est des fonctionnalités toutes basiques de définir comme sonnerie. Mais c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les smartphones aujourd'hui. Et quitter. Voilà, si vous voulez quitter, parce qu'il y a une notion de quitter. Comme je vous disais, c'est du vrai multitâche. Si je laisse la musique comme ça... Vous voyez, la musique continue bien sûr, mais le lecteur musical continue à tourner en tant que processus. Alors ça c'est vrai aussi pour la musique sur tous les autres smartphones, mais c'est valable également dans Symbian pour n'importe quoi. Et donc on va pouvoir écouter un peu la qualité du haut-parleur, et je sais pas si vous pouvez... Bon, normalement vous devrez pouvoir, puisque le micro avec lequel j'enregistre est plutôt bon. Et bah c'est parti. Ok, bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Donc, je sais pas si vous en rendez bien compte avec le micro et puis derrière la vidéo, etc. Mais le haut-parleur du 808 Pure View, il est vraiment excellent. Il est très 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 bon. C'est un des meilleurs que j'ai eu l'occasion de tester. Il est à la fois puissant, il crache pas, il y a de la basse. Bon, bien sûr, comme d'habitude sur un mobile, il n'y en a pas trop, mais il y en a quand même beaucoup plus que sur la majorité des smartphones que j'ai eu l'occasion de tester, même sur tous. C'est évident sur tous. Franchement, si vous cherchez aujourd'hui un smartphone qui n'est pas forcément capable d'aller très très loin sur les fonctionnalités smartphone, mais qui a un excellent... c'est pas encore la conclusion, vous inquiétez pas. Qui a un excellent appareil photo et qui a un excellent lecteur audio par son haut-parleur qui est juste une tuerie. Le 808 il est clairement pour vous. Mais bon voilà, tout ça pour vous dire, le haut-parleur il est génial. Et ça c'est un classique Nokia. Nokia, j'ai l'impression, c'est un petit peu ça avec Symbian, il faut bien le reconnaître, c'était pareil avec le N8. Au niveau de l'interface,
C'est pas forcément terrible, c'est même parfois pas très bon, mais au niveau du hardware, on peut pas dire que Nokia soit mauvais, on peut même dire que Nokia est très très bon là-dessus. Et encore une fois, bah, là on est épaté par la qualité du haut-parleur qui est juste bluffante. Voilà, et c'est pas que pour la musique, hein. Par exemple, vous regardez un film, vous mettez le téléphone à une distance convenable, et puis bon, l'écran est petit, donc pas trop loin non plus, mais je veux dire, vous entendrez le son sans aucun problème, c'est parfait, quoi. Et puis après, sinon, bien sûr, vous pouvez utiliser le jack 3.5 qui se trouve ici. Bon, allez, puisqu'on parlait des points positifs de Nokia avec le hardware, bah, on va parler un petit peu d'un autre élément qui est réellement très très bien chez Nokia. C'est sa solution de GPS, de guidage avec carte. Ça s'appelle Nokia Carte, Nokia Maps. Et Nokia est un des premiers à avoir proposé une bonne solution de navigation GPS sur ses terminaux, même avant d'être tactile. C'était déjà pas mal, c'était payant. C'est passé gratuit illimité il y a déjà, il me semble, 2 ans, 3 ans, 2 ans. Et d'après moi, aujourd'hui, c'est une des meilleures solutions GPS qui existent sur mobile. Même si Google, avec Google Maps, est en train de bien rattraper son retard sous Android. Et même est quasiment en train de dépasser tout ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Symbian, c'est largement en déclin. Et sous Windows Phone, Nokia Drive, c'est bon, mais c'est pas encore au niveau. Donc je pense même qu'aujourd'hui, ouais, Google Maps sous Android est au-dessus. Mais néanmoins, pour ce terminal-là, je dirais que si vous l'achetez, il faut que vous ayez ça en tête et que vous aurez une excellente solution GPS illimitée, monde entier, et gratuite. Et ça, c'est juste une tuerie. Alors, à quel point c'est une tuerie? C'est une tuerie pour, par exemple, ça. Vous pouvez ajouter des cartes de n'importe quel pays et les télécharger en local. Comme ça, après, vous vous retrouvez dans un endroit, vous n'avez pas de data, c'est pas grave, vous avez votre navigation GPS, tout est téléchargé sur le terminal, et avec les 16 Go de mémoire plus 32, etc., vous pouvez aller bien loin, et ça, c'est juste parfait. Ensuite, pour ceux qui connaissent, je trouve que, enfin, qui connaissaient peut-être Maps sur le N8, vous constaterez que sur le 808, c'est la meilleure expérience qu'on ait eu l'occasion d'avoir, que Nokia a pu nous proposer, parce que c'est très très fluide. Ça a toujours été mon gros problème moi avec Nokia Maps, c'est que ça manquait de fluidité. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement extrêmement fluide, quoi. C'est juste nickel. Ça marche très 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 bien. Vous mettez sur un point, vous appuyez ici. Ensuite, vous avez une page qui s'affiche avec, par exemple, là, je suis à Saintes, sur la pharmacie du marché, visiblement, très bien. Et je peux l'appeler, je peux faire à proximité, etc. Alors, toutes ces infos-là, c'est parce que normalement, si je ne me trompe pas, je suis en mode en ligne, connecté. Voilà, si vous mettez en mode déconnecté, vous aurez pas toutes ces infos-là. Vous aurez juste la navigation tour par tour, etc. Guidage vocal, ça, il n'y a pas de souci, mais vous n'aurez pas beaucoup plus d'infos, mais ce sera déjà pas mal. Voilà, ça ressemble à ça et c'est réellement très très bon. Que dire de plus? Vous pouvez activer le... Si j'appuie là, alors je ne vais pas le faire là, mais si j'appuie là, je me mets sur ma position, je peux activer la boussole en appuyant là, ça marche très bien. Ici j'ai différentes vues, j'ai la vue carte qu'on a là, la vue satellite. Alors là on va attendre que ça charge. Je crois pas que la vue satellite vous l'ayez en mode hors ligne. Oh, remarque peut-être que si, mais c'est pas forcément très très intéressant. Je vais faire un petit truc. Je vais vous montrer. Hop, on va faire un petit tour à Paris. Paris. Voilà, bon, c'était pour vous montrer la petite démo vocale. On va repasser en mode carte. Vous avez aussi un mode terrain qui va vous afficher plus ce qu'il y a, ce qu'il y a sur le terrain, les différents, enfin si c'est de la route, etc., etc. Alors là c'est pas mal. Je vais vous mettre la vue 3D, les repères on les laisse. Le mode nuit vous pouvez le mettre, ça active voilà quasiment les couleurs inversées. C'est pas exactement ça, mais c'est plus agréable de nuit, c'est top. Vous pouvez activer les transports en commun, ça va vous montrer, vous le voyez là, les différents, le rail quoi, tout simplement, enfin le réseau ferré quoi, et pas juste ferré, je pense qu'il y a le tram aussi, et vos photos. Alors vos photos, je vais juste vous montrer ça avant de passer à la 3D là. Ça va me permettre en fait de géolocaliser mes photos. Donc là vous voyez, moi j'habite par là, il y a des photos qui sont affichées, aussi j'ai dû prendre des photos par ici.
en Bourgogne, et ça m'a mis les photos également. Je crois qu'il y en a sur Paris aussi. Et le problème par contre, c'est que la géologue des photos, j'ai absolument pas trouvé d'option pour désactiver ça, et c'est un peu gênant parce que par exemple quand vous partagez une photo sur Twitter, si la personne regarde dans l'exif de la photo, bah il y a votre coordonnée GPS. Et bah, moi ça ne dérange pas tant que ça, mais ça pourrait vous déranger. Donc à prendre en compte. Ensuite, on va zoomer un peu, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit ça. C'est les bâtiments en 3D, c'est quelque chose qu'on a depuis déjà un certain temps dans Maps et qui est plutôt pas mal. Vous allez trouver ça peut-être gadget, mais en fait, quand vous mettez par exemple en mode... Alors mode satellite, on l'a pas en mode 3D, il me semble, ouais, c'est ça. Mais vous mettez en mode 3D, vous êtes en guidage dans Paris. Ça peut vous aider à vous localiser par rapport à votre environnement, parce que vous voyez vraiment qu'il y a des bâtiments d'intérêt devant vous en 3D, etc. Bon, je dirais pas que c'est nécessaire, mais c'est quand même pas mal. Et on va faire un petit test. Je vais aller où? Je vais aller dans Paris quelque part. Je tape toujours les mêmes trucs, mais c'est parce que j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Je vais mettre le Ritz. Voilà, Ritz Escoffier. Recherche en ligne en cours. J'ai le lieu ici. Il me dit que c'est un hôtel, super. Je rentre là-dedans. Et là, c'est intéressant. J'ai plusieurs choses. J'ai des photos, des reviews, avec des évaluations je sais, normalement, on peut les lire. Alors, attendez. Peut-être qu'il faut des souhaits. Voilà. On a les reviews. On peut le mettre en mode on peut le mettre en favori. Bon, je l'ai mis en favori. Super. On peut le contacter. Naviguer vers cet endroit. Je vais vous montrer ça juste après. Retour au bar d'origine. Le Ritz à découvrir. C'est une description avec des photos. Ça utilise Kype, je ne sais pas comment on prononce. Et on a quelques critiques qui viennent de différentes sources. Les contacts et à proximité. Et moi, je trouve ça très bien. C'est vachement bien fait. Et donc, ensuite, si vous voulez faire de la navigation, faites ça. Y aller en voiture ou à pied. Et ce qui est bien, c'est... Bon, là, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on ne va pas pouvoir naviguer. Mais ce qui est top, c'est que vous pouvez... lancer la navigation à pied et vous aurez des chemins dans certaines villes de France, notamment Paris, où il va vous faire emprunter des petits passages que vous ne pouvez pas normalement emprunter en voiture. Et ça, bah, c'est enfin, je crois que c'est le seul qui le propose, en tout cas gratuitement comme ça sur mobile. Et c'est vraiment top. Donc tout ça pour dire, voilà, encore une fois, Nokia, sa solution GPS, elle est très très bien, elle est très performante. C'est fluide, c'est peut-être un peu moins fluide à l'utilisation que ce qu'on trouve sous Android ou sous Windows Phone, mais ça reste excellent par rapport à ce que c'est et ce que ça offre, et du fait que bah, ce soit Symbian quand même. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, j'étais dans quelle version? La toute dernière, je pense, la 3.09 ou 2.45, là, je pense que c'est map version, donc ça doit être 3.09, et en tout cas, c'est excellent. Le chargeur des cartes, la fluidité, les différents éléments qui s'affichent, les fiches... etc. Enfin bref, voilà. Moi, je suis amoureux de la solution de GPS de Nokia. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Ensuite, bon, les paramètres, on va pas faire le tour. Hein. C'est du grand classique. On a quelques options relatives voilà, au téléphone. Tout ce qui est heure ici. Affichage, luminosité. La gestion des différents capteurs. Si voilà, vous voulez désactiver le son des alarmes, des appels, etc. En retournant votre appareil, ça se passe par là. Etc. Bon. On va pas faire le tour, c'est pas très intéressant. Grand écran, c'est lié au DLNA en fait, ça va vous permettre... Ça c'est vraiment bien, mais c'est que... Enfin, alors, je la refais, parce que là on a le DLNA effectivement, et là on a une option qui permet de faire un petit peu la même chose que le DLNA, mais quand vous êtes connecté en micro HDMI. Et il faudrait que je vous montre ça connecté en HDMI, mais je sais pas si on va... Non, on va pas avoir ça. Mais si vous voulez savoir ce que c'est exactement, tapez Nokia Big Screen sur le blog N8 et vous trouverez une démo, ou sur la chaîne YouTube. Alors ce que c'est vous vous connectez en HDMI, vous lancez cette application, normalement ça la lance automatiquement, et vous avez une interface qui est super bien faite, avec une gestion pour la télévision, avec des vignettes, des trucs qui défilent, votre téléphone devient une télécommande. Vous pouvez également utiliser une télécommande de Wii, je l'ai déjà utilisé, ça marche super bien. Ça c'est vraiment une tuerie. Et en fait par rapport à ça, Nokia
Même si aujourd'hui Symbian est... on peut dire que Symbian est mort, Nokia pendant de nombreuses années a proposé très régulièrement des contenus vraiment innovants. Et Nokia Big Screen, grand écran, ça c'était en bêta il y a peut-être, il me semble, 1 an et demi. Et on l'avait d'abord en bêta et maintenant c'est dans l'appareil préinstallé. Ça c'est des... On peut pas l'enlever à Nokia. Nokia a toujours essayé d'innover et Nokia est toujours premier sur les technologies innovantes. Je pense par exemple au NFC, c'est un des premiers à proposer des terminaux NFC. Je sais pas, je pense au C7, etc. Et voilà quoi. Donc ça, c'est le genre de truc, c'est important de le noter. Maintenant, est-ce que ça va sauver Symbian? Non, c'est terminé, mais bon, c'est pour info, j'ai envie de dire. YouTube, c'est pas exactement YouTube, c'est m.youtube.com. Donc voilà, c'est l'interface YouTube, sauf que c'est cette interface-là qui est plutôt bien faite. Toc, et voilà, moi je trouve que ça se vaut. Bonjour, je m'appelle Natalia, j'interprète le rôle de Solène dans 1789. Ça a l'air bien. Donc voilà, ça c'est une belle interface, je trouve, qui passe très très bien là, sur ce téléphone. C'est juste que c'est pas intégré avec le navigateur de base. Mais si vous avez besoin vraiment d'aller sur YouTube, vous pourrez le faire. C'est juste que ce sera pas peut-être aussi confortable que sur d'autres plateformes. Mais globalement, cette interface proposée par Google est très très bien. Donc bon, pourquoi pas. Social, je l'avais pas configuré. Bon, attendez, je vais mettre mon mot de passe et puis je vais le lancer. Social, c'est une application qui est proposée en intégré par Nokia et qui permet d'accéder aux réseaux sociaux. Alors ici, c'est Twitter et Facebook. Je vais juste vous montrer rapidement Twitter. Et ça fonctionne bien, mais je vous conseille largement de passer par un client tiers comme Gravity, quitte à mettre 10 € dedans, parce que bah, tout simplement celui-là n'est pas... c'est pas le top du top, on va dire, sous Symbian. Hein. C'est pas très très fluide, etc. Donc là, voilà, hop, vous voyez déjà, je galère un petit peu. Non, c'est bon? Ouais, ok. Bon, et quand vous faites ça, vous pouvez envoyer un tweet. Voilà, télécharger une image. Je sais pas pourquoi télécharger support. Bon, c'est bizarre. Raccourcir les liens automatiquement, ce genre de choses. Et ça fonctionne. On va dire, c'est fonctionnel. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est optimal? Même pas. Donc, à mon avis, là-dessus, c'est même pas mon avis. C'est je vous conseille, si vous avez vraiment envie d'aller sur Facebook, Twitter, de télécharger d'autres clients, que n'utilisez pas cela. Alors ensuite, on avait Nokia Card qui permet d'accéder à l'intégralité du service et de lancer des différents itinéraires, etc. Si vous avez envie d'aller un peu plus vite, vous pouvez appuyer sur En voiture et vous accéderez à l'interface voiture directement. Ça, c'est pour la météo. Vous avez toute une application météo qui est verte, un petit peu comme Nokia Maps, mais ça fait partie du pack, à mon avis. Et cette application météo, elle dépend du FP1, il me semble, et elle est géniale. Elle est vraiment absolument géniale. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le nom de la ville, on a le visuel ici, et là on voit les heures qui défilent avec le temps qu'il va faire. Donc par exemple, demain à partir de 17 h, il va se mettre à pleuvoir, on le voit ici. Et on a toutes les infos, et franchement elle est magnifique cette application. On peut défiler normalement, voilà, entre les villes en faisant comme ça. Et je sais pas que dire de plus, c'est magnifique. Non mais c'est vrai, sincèrement elle est vraiment bien. Et ce que j'aime bien surtout, c'est que c'est des applications intégrées. Et je n'ai pas payé pour avoir cette application. Certes, c'est qu'une application météo, mais ça m'est déjà arrivé d'utiliser cette application en disant, bah voilà, regarde, là à partir de telle heure, il devrait pleuvoir, quoi. Et c'est très 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 bien fait. Très bien fait. J'adore. Donc voilà, ça c'était un de mes petits coups de cœur aussi, une application météo, mais qui est géniale. Top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fait un peu le tour, hein. On a quoi? CNN, on va aller voir, on peut ouvrir des fichiers zip directement. Alors là, les applications que j'ouvre, là pour l'instant, c'est des applications qui sont préinstallées. Et ce qu'il dit, vous pouvez rajouter, ok, CNN sur l'écran d'accueil, vous voulez, ouais, allez, vas-y. Donc voilà, une application CNN qui permet de, voilà, compte Nokia, il va me le demander, c'est bizarre parce que normalement il connaît déjà mes logins. Bon bref, voilà, ça c'était c'est pour CNN. Et je devrais avoir le réflexe d'appuyer sur raccrocher, ce serait plus simple. On va essayer de terminer ce test quand même, là ça fait un peu longtemps. Bon, on a le journal des appels, Zip, Météo, Vlingo qui permet de contrôler à la voix son appareil, c'est pas mal mais pas top, j'ai envie de dire. Shazam qui est préinstallé, ça c'est un truc qui permet de créer des
des films avec des effets, mais c'est un peu pourri pour tout vous dire. Quick Office qui est préinstallé permet de lire des fichiers Word, Excel, etc. Et normalement de les éditer. Alors attendez, moi je vais, hop, non, je ne veux pas, je vais faire un document classeur. Continuer, voilà, normalement c'est une version de démo. Hein. Il va me dire quoi? Aucune licence pour la fonction achetée, voilà, et donc c'est pas terrible ça. Je crois par contre qu'on va pouvoir lire d'autres fichiers, mais je sais pas si, ouais, non, j'ai pas de document, mais il me semble qu'on peut lire des fichiers, mais pas forcément en créer dans cette version démo, c'est un peu dommage. On a Nokia Music qui est préinstallé, qui est la plateforme qui permet de télécharger légalement des fichiers musicaux, qui est pas mal. Ouais, pas mal. Là on a le chargeur de cartes, c'est la fonction que je vous ai montré qui permet de charger des cartes dans le Maps. Un truc que je vous ai pas montré, donc il y a check-in au milieu, je vais vous montrer juste après, ça c'est les recommandations Nokia. On va attendre que ça charge. Toc. Donc là on a par exemple les top albums, top tracks, etc. Et si je fais ça par exemple, je vais pouvoir télécharger sur Nokia Music ce genre de truc. Bon, ça c'est une petite application qui permet de recommander, qui recommande des fichiers, enfin des contenus. On a check-in qui va vous permettre de faire des check-in sur la plateforme liée au compte Nokia. Donc c'est pas forcément très pratique. Maintenant il me semble que vos check-in vous pouvez les partager sur Twitter, peut-être pas Facebook, je ne suis pas sûr. Là on a guide. Et c'est là que ça devient aussi intéressant avec la fonction Map, c'est que Map est lié à plein d'autres services, via Michelin, etc., etc. Et donc quand vous allez là-dedans, bah vous avez, bon là j'ai la météo, très bien, et j'ai aussi Michelin. Donc je vais accéder à ça. L'interface n'est pas très fluide, je trouve, généralement. Qu'est-ce qu'il me dit? Bienvenue, très bien, merci beaucoup. Donc il me dit autour de chez moi, bah, je vais avoir ça comme endroit. Ok, on va aller là, et là j'ai la fiche. Plein de données, super, je veux naviguer, et voilà, et c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est vraiment pas mal. C'est pas tout à fait intégré à Nokia Maps comme ça l'était avant, mais il y avait toujours cette interface d'intermédiaire hein, qui était présente, et donc bon. Et puis ça, vous avez pas mal d'autres choses liées. JoyQ Spot qui est installé, je pense que c'est pas la version premium, ouais, c'est la version light. Ça permet de créer un point d'accès avec son terminal. Attention à votre forfait, c'est pas toujours compatible. F-Secure, c'est un antivirus qui est installé. Proposé, je crois, en version... sûrement en version démo, mais je suis pas sûr. Dit non activé, il va falloir l'activer, etc. Ça, c'est un petit peu... C'est à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire que Nokia a préinstallé pas mal de trucs. Là, on a Communication... comment ça s'appelle déjà? C'est le truc de Microsoft là qui permet de communiquer en messagerie instantanée entre différentes personnes d'une même entreprise, voilà. Et ça, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Et puis, ça, c'est moi qui l'ai installé, je crois. Je suis pas sûr, en fait. Mais ça permet de faire des modifications sur des images. Enfin, bref. Je regarde juste où on est. Là, calculatrice, horloge, etc. Bien sûr, vous pouvez mettre une alarme. Vous pouvez explorer la mémoire de votre terminal. Et ça, c'est une des forces aussi de Symbian. C'est cette ouverture de ce côté-là. Et ça, depuis le début. Dictaphone. Un utilitaire de notes. Angry Birds ici qui est pas mal mais qui est en version NFC Magic. Il faut avoir un deuxième appareil NFC pour activer certains niveaux. On a quelques démos de jeux, il me semble Gameloft, les Microsoft Apps qui sont présentes ici. Alors là je vais peut-être pas pouvoir accéder au service, mais on a Link, Exchange et SharePoint. Et ça c'est bien sûr depuis les partenariats avec Microsoft. Office Mobile qui va vous permettre de créer des fichiers. Donc, on va faire un nouveau classeur Excel ou document Word. On ne peut pas créer de PowerPoint pour l'instant. Et vous pouvez également en lire. Et c'est très très bien fait. Ça, c'est encore une fois issu du partenariat avec Microsoft. Donc là, on a des fichiers Excel. Donc c'est un XLSX. Voilà, on peut mettre des formules, etc. Enfin, c'est vraiment complet. Et ça, c'est top. On a aussi les PowerPoint. Qui va s'ouvrir voilà, de côté comme ça. Fin du diaporama, c'est pas grave. Et voilà, et puis un fichier doc. Donc là, on visionne le fichier, on peut ensuite commencer à l'éditer. Normalement, on a, voilà, ça c'est l'alignement, non, ça c'est, pardon, le plan. Et normalement, on peut mettre du gras, des choses comme ça. Alors, je sais plus comment on fait. Pour
tout vous dire, je l'utilise pas, voilà, ça doit être comme ça. Je pense qu'on peut... Non, je sais plus. Ah si, voilà, option de mise en forme, pardon. Donc voilà, on a quelques options, c'est plutôt sympa. Maintenant, l'écran est pas très grand, le clavier est un peu moyen, même pas terrible du tout, comme je vous le disais au début. Donc c'est bien d'avoir ces solutions, mais est-ce que c'est bien pertinent sur un appareil qui fonctionne de cette façon? Je ne sais pas, mais en tout cas, on les a et c'est quand même plutôt chouette. On a OneNote, Diffusion, Link, une application de transport en commun qui permet de créer des itinéraires d'une station à une autre, ce genre de choses, ça marche plutôt bien. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Tout le reste c'est moi qui les ai installés. Et puis c'est tout, on a juste Battery Monitor. Ça c'est pas installé par défaut, mais c'est une application Nokia, non, il me semble. Et donc là on a pas mal d'infos sur tout ça. Et ça c'est intéressant. Average Day, il met 2,5 en utilisation tel que je l'ai fait. À savoir, il me dit 5 heures en appel. Il me dit qu'on aurait 5 heures en appel, 2 heures de web, 21 heures en musique, 6 heures en map et 3 heures en caméra. Ça bouffe beaucoup la caméra, mais 3 heures c'est beaucoup quand même. Ça c'est pas mal. Et statistiques, voilà, bon ça c'est pas forcément intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Power Save, on peut activer un mode de Power Save. Donc ça, globalement, ça vous donne un peu l'histoire, quoi. Il a un background de plus de 6 jours et il est capable de vous dire ça, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment bon comme fonctionnalité. Il me semble que c'est Nokia hein, qui a développé ça, ouais. Donc voilà, alors là, on a fait le tour pour tout le reste. J'ai envie de dire, on va pouvoir enfin passer à la partie la plus intéressante sur cet appareil, à savoir l'appareil photo. Donc l'appareil photo, alors très rapidement, le fonctionnement de PureView c'est quoi? C'est 41 mégapixels, mais vous ne ferez jamais de photos en 41 mégapixels, vous ferez au maximum des photos en résolution max, soit 34 mégapixels, vous voyez là-haut, en mode 16:9 ou en 4 tiers à 38 mégapixels. C'est déjà beaucoup et je vous expliquerai à quoi ça sert. En fait, les 41 mégapixels, c'est pas pour faire un concours de taille de mégapixels, ok, ou concours de taille d'optique. C'est pas ça le but. Le but, c'est de dire, on n'a pas de zoom, numérique, enfin à proprement parler, où les pixels sont étirés. On n'a pas de zoom, comment on appelle ça, optique. Mais on a un zoom qui se passe différemment. Donc c'est la technologie PureView et qui permet tout simplement de zoomer sans perdre de qualité. C'est-à-dire que là, je suis en 8 mégapixels en mode macro. C'est pas très intéressant. On va se mettre en mode automatique. Je peux zoomer là jusqu'à ça. Je sais plus combien c'est. Je crois que c'est 5 fois moins. Je ne sais plus. J'admets là, je l'ai plus en tête. Bon, je le remettrai dans le test écrit. Mais en gros, voilà, vous pouvez zoomer et au maximum de votre zoom, vous avez toujours la qualité max. Puisque, au lieu d'étirer les pixels, il va aller chercher des sous-pixels dans les 41 mégapixels possibles. Je sais pas si je suis tout à fait clair, hein, mais en gros, c'est ça. Il extrapole les pixels, mais il les fait pas grossir. Et c'est ça qui est intéressant, il n'y a jamais de perte quand vous zoomez. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est valable en photo, mais c'est valable en vidéo. Mais on verra ça un tout petit peu après. Et je vais vous montrer vraiment cette interface qui est tout à fait nouvelle. Et je vous explique comment elle fonctionne. Alors, première chose, vous restez appuyé sur l'écran, vous avez le mode de mise au point. Et voilà, ça me perturbe vraiment, ça, je suis vraiment désolé encore une fois. Je vais mettre mon doigt là pour qu'on voit pas. Non. Alors, quand je reste appuyé là, on a infinité. Donc ça, c'est mode... comment ça... Il n'y a pas de focus. C'est vraiment sur plus tout ce qui est assez loin. Vous pouvez pas faire... C'est comme sur les terminaux Nokia qui n'ont pas de mode autofocus. Voilà. C'est focus fixe. Désolé, là, en parlant de focus fixe, ma caméra, elle a l'air de lutter. Ok. Hyperfocal, je ne sais pas ce que c'est, je suis désolé, je laisserai ça pour FNEF qui est expert photo qui vous expliquera tout ça. On a macro et on a automatique. Automatique, ça marche pas mal et macro, c'est plutôt bon. Maintenant, le mode macro, il est performant surtout grâce à son zoom. Parce qu'en fait, avec le 808 PureView, si vous avez un mode macro à 15 cm, et c'est quand même assez grand, assez loin, 15 cm pour un mode macro, et c'est quasiment plus, je trouve. Et en fait, le truc pour prendre une photo en mode macro avec cet appareil, c'est que vous vous mettez assez loin, la distance où vous pouvez faire le focus. Donc par exemple, là, toc, je peux encore faire le focus, vous voyez pas du tout ce que je suis en train de faire.
Mais en gros, à partir de 15 cm, vous pouvez faire le focus. Et ensuite, vous zoomez. Et là, vous commencez à avoir un macro qui est vraiment intéressant. Parce que vous perdez pas en qualité. Et donc ça, c'est vraiment top. Et puis ensuite, le mode automatique. Voilà. Alors, ensuite, ici, on a le zoom. On a le zoom ici. C'est en mode activé non-stop, automatique, désactivé. Et le mode qui permet d'éviter les yeux rouges. Globalement, laissez-le sur automatique, ça marche très bien et c'est un flash au xénon et c'est une grosse tuerie. Et je pense que là, il va pas se lancer. Ok, je vais vous le montrer en mode on. Bam. Voilà. Et donc là, on va avoir quelque chose de très blanc. C'est normal. On a la gestion de l'exposition avec, je crois qu'on appelle ça un histogramme en bas. Donc, ceux qui savent à quoi ça sert, ils sauront quoi en faire. En tout cas, ça c'est pas mal apparemment comme fonctionnalité. Vous pouvez gérer l'exposition ici. Alors là, on a différents modes de luminosité. Donc ça permet de gérer les blancs en fait. Donc pas luminosité, pardon, c'est gestion des blancs. Ici c'est pas mal. Et les ISO, alors moi j'étais à 400, là je vais le remettre en automatique. Mais en gros, si vous amusez avec les ISO plus ici le filtre ND, donc qui est là. Donc filtre ND, c'est un filtre, je crois qu'on appelle ça un filtre polarisant. Enfin, il y a écrit filtre à densité, comment ils appellent ça? Densité neutre. Et par exemple, alors à quoi ça peut servir? Moi j'ai un exemple tout bête. Si vous mettez le filtre ND on pour diminuer un peu la luminosité, vous mettez avec un mode ISO très très bas et vous arrivez à avoir des temps d'exposition assez longs et ça permet de faire des rendus assez intéressants. Encore une fois, moi je suis pas expert du tout, donc faut bidouiller. Il y a des options, faut bidouiller. Il y a bien plus d'options que sur n'importe quel appareil photo que vous avez jamais testé. Et ça, c'est plutôt chouette. Et ensuite, ici, on a tout un autre menu, hein, parce que c'est pas fini. Vous avez un mode automatique ici. Donc avec juste la gestion du flash. Et là, c'est full auto. Hein, ça gère tout seul les réglages. Ensuite, vous avez un mode scène où c'est à moitié automatique, à moitié vous choisissez la scène. Et donc, c'est un peu c'est classique ça pour ce type de mode. Vous avez un mode paysage. Hop, voilà, je voulais juste voir un truc. C'est est-ce qu'on peut régler le focus? Non, on peut pas régler le focus. Là, il me met en infini automatiquement. Là, on a le mode automatique ici. Normalement, ici, on peut changer le focus. Non, en mode scène, il veut pas. Désolé, je me rappelais plus. Un mode macro qu'on peut aller chercher comme ça, qui optimise vraiment tout pour le macro, visage, machin, nuit. On a pas mal de trucs comme ça. Et de nuit, ça passe quand même pas trop mal. Et vous allez voir, je vous montrerai quelques photos un peu après. Donc ça, c'était pour la scène. Donc c'est ce qui est écrit. Hein. Lorsque vous prenez des photos ou des vidéos, sélectionnez le mode le plus adapté à vos niveaux et à votre niveau, à vos besoins, etc. Et ensuite, le mode créatif, qui est le plus amusant. Vous avez trois options ici, C1, C2, C3, qui permettent de déterminer des settings, des paramètres. Donc par exemple, si je mets résolution maximale en C1, je passe en C2, je dis 2 mégapixels, bah là vous voyez ça va sauvegarder les paramètres. Et ça c'est génial, c'est quelque chose d'absolument génial qui aurait dû être installé même sur le N8 et voilà, ça c'est top. Alors, premier truc, on va commencer par résolution maximale, c'est le plus simple. Résolution maximale, c'est ce que je vous disais, en 16:9 vous prenez des photos en 34, en 4 tiers en 38. C'est logique, hein, on a plus de pixels sur les côtés en 16:9 et ça va prendre des photos, là vous pouvez régler super fine, teinte de couleur, vous pouvez mettre vive si vous avez envie de mettre un petit coup de punch. Mode de capture, vous avez intervalle, retardateur et mode bracket, comment ils appellent ça? Bracketing. Et alors là vous pouvez régler l'exposition et le nombre de photos. Je pense que ça, je sais plus à quoi ça sert, je pense que c'est utile pour le HDR, mais je suis pas sûr en fait. Ça, je suis pas expert, on verra lorsque notre expert photo passera dedans. Et là, mode intervalle, c'est pas mal pour faire du time-lapse. Vous mettez nombre de photos max, intervalle, et vous mettez ça sur un pied. Et d'ailleurs, vu que je parle de pied, je vais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit accessoire qui est proposé à la vente par Nokia. Je ne sais absolument pas combien il coûte. Je vous mettrai ça dans le test écrit parce que je sais pas, c'est pas énorme. Et c'est quoi? Bah, c'est très simple. Hein. Vous avez le pas de vis classique ici pour les pieds, quoi, les trépieds. Vous le vissez, vous mettez votre truc. Ensuite, vous mettez le 808 PureView entre les deux crochets sur, dans le sens que vous voulez, a priori comme ça, voilà.
et puis ensuite après vous pouvez faire vos photos. Et je pensais à ça parce que je parlais du time-lapse, mais pas uniquement. Si vous avez envie de prendre des photos avec une exposition longue, c'est juste parfait, quoi. Vous le mettez dessus. Alors par contre je trouve que quand même il n'y a pas trop d'endroit pour l'accrocher, comme vous le voyez peut-être ici. On peut le poser ici parce que là il y a les boutons, là il y a ça, c'est un peu gênant, mais globalement c'est quand même bien fait. Une fois que vous l'avez bien positionné, il bouge plus et c'est top. C'est top. Alors de quoi je parlais? Ouais, alors j'étais sur ça, le mode full def, et je vais prendre une photo, voilà, en mode haute définition. Alors là on peut retourner vers la galerie, on peut accéder à la photo qu'on vient de prendre en appuyant ici. Et donc là je viens de la prendre avec le flash. Et donc mon clavier est absolument dégueulasse, désolé. Mais en gros, ce qui est sympa, c'est qu'on peut zoomer à fond sur ce clavier absolument crado. Sinon, on peut également... Hop, je pense que je vais pouvoir lire du texte, voilà. Je sais pas ce qu'il y avait sur mon écran. Différentes choses. Et c'est ça qui est sympa. Là, c'est pas très joli parce que c'est une photo toute pourrave. Mais vous le verrez sur d'autres photos de la galerie. C'est vraiment très puissant comme fonctionnalité. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire? C'est simple. Vous prenez une photo en full def, ensuite après vous pouvez aller dans les options ici et vous pouvez aller la rogner comme vous voulez. Et vous choisissez votre mise en page, mais c'est pas exactement ça, votre scène, la scène qui vous parle le plus. Comme la qualité, il n'y a pas de perte jusqu'au maximum du zoom, il n'y a pas trop de perte. Alors après là vous avez c'est pas top, hein, moi je trouve, mais si vous dézoomez un peu, vous êtes comme ça, c'est comme si vous preniez une photo avec n'importe quel, j'allais dire n'importe quel appareil photo, et non, c'est comme si vous preniez une photo en 5 mégapixels par exemple, ou en 8, mais c'est top quoi. Et ça vous allez me dire, c'est peut-être gadget, franchement non, je l'ai utilisé de nombreuses reprises, où je fais une photo, je suis pas sûr de quel cadrage j'ai envie, et du coup je prends la photo et puis ensuite je fais le cadrage. Et ce qui est bien, c'est que une fois que vous faites le cadrage, ça enregistre une autre photo, ça va pas écraser celle-là, et donc vous pouvez recadrer ensuite sur un autre élément de la photo. Vous pouvez l'envoyer directement sur Facebook par ici et partager ici. Il n'y a pas beaucoup d'options par contre là-dedans. Par exemple, je sais pas, normalement on aurait pu la mettre en fond d'écran, ce genre de choses. Bon, là on n'a pas, mais ça c'est un des trucs qu'on voit sur le 808, c'est qu'il y a moins de fonctionnalités globalement par rapport à certains trucs comme ça par exemple. Vous verrez juste après, il y en a autre chose. Ensuite en mode pure view, c'est là que la magie s'opère. Vous pouvez choisir 2 mégapixels, 5 ou 8, donc moi je vais me mettre en 8 mégapixels, et vous pouvez ensuite zoomer bien sûr, hop, zoomer, dézoomer, faire vos photos. Et c'est là où, alors vous pouvez aussi zoomer de cette façon là, j'ai jamais réussi à bien le maîtriser, je trouve qu'il est complètement bizarre. Voilà, vous voyez, ça marche plus là maintenant, je sais pas pourquoi. Et donc en fait, ce qui est sympa avec ce mode, c'est ce que je vous disais, vous êtes en 8 mégapixels, donc dans tous les cas, ça va vous sortir une photo en 8. Et quand vous zoomez, ça va utiliser les pixels, les 41 mégapixels pour zoomer. Et donc vous perdez pas, c'est-à-dire que je vais prendre une photo voilà, en zoom max. Vous voyez, niveau qualité, on n'a pas l'impression que j'ai zoomé au maximum. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas vraiment de zoom puisque les pixels sont toujours là. Et ça, c'est toute la technologie PureView. Et c'est ça qui fait la grosse force de cet appareil. Si vous mettez en 2 mégapixels, vous allez pouvoir zoomer encore plus. Puisqu'on utilise à la base peu de mégapixels pour faire la photo. Voilà, donc là on a ça. On a ensuite quoi, le format 4:16 16:9, pareil. La qualité, la teinte, mode de capture, saturation, contraste, netteté, et ici, je sais plus ce qu'on a, stabilisation vidéo, à activer de préférence, même si ça fonctionne pas des masses, ouais c'est pas terrible. Et on a ensuite la grille du viseur, le son pour l'appareil photo, et d'ailleurs qui moi, il ne fonctionne plus, je sais plus pourquoi, c'est peut-être parce que je suis en mode sonore désactivé, voilà, je vais en mettre comme ça. Et faisceau d'aide aux mises en point, et capturer sur le taille verrouillé. Il y a un petit truc qui est sympa aussi, que j'adore avec ce téléphone, c'est vous l'avez dans la poche, vous appuyez sur le bouton là, ouais, vous avez vu, c'est quasiment instant, enfin c'est pas instantané mais c'est très rapide. Et donc ça c'est génial, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Moi j'ai utilisé ce téléphone pour tout vous dire, voilà, la raison pour laquelle j'ai abîmé ce téléphone, c'est que je l'ai utilisé à de nombreuses reprises pour prendre des photos, des vidéos. J'étais à un mariage, j'ai pris plein de photos, plein de vidéos. Et c'est ça qui est génial, vous l'avez dans la poche.
vous mettez votre main dans votre poche, vous commencez déjà à appuyer sur le bouton de l'appareil photo, vous le sortez, vous prenez votre photo, ça prend 2 secondes, et la photo est belle. C'est ça qui est génial, c'est pas une photo à l'arrache qui est moche, c'est une belle photo prise très rapidement. Et ça, c'est juste magique pour un mobile. Au niveau du focus, bah, c'est très simple. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Si j'arrive, toc, je suis là, voilà. Donc vous faites le focus comme ça, c'est vert, vous pouvez prendre votre photo, c'est rouge, vous pouvez pas. Vous pouvez également, je croyais qu'on pouvait faire le focus au doigt, attendez, je suis un peu... Si, voilà. Faites le focus au doigt et ensuite vous pouvez aussi prendre la photo directement en appuyant là. Et ça peut être utile si par exemple vous avez vraiment pas envie que l'appareil bouge quand vous prenez la photo, vous mettez sur un pied, vous appuyez juste là, et ça va prendre votre photo très rapidement, enfin, sans avoir à bouger un peu l'appareil, enfin, risquer de le bouger. Je crois que j'ai fait le tour pour toute la partie photo, et encore là, voilà, c'est en surface, et comme je vous ai dit, je vais faire bosser FNAF là-dessus, et sur le test écrit, on aura droit à un peu plus de détails, et plus poussé en tout cas sur toute la partie photo. Vous l'avez compris, en niveau photo, c'est une tuerie cet appareil, et c'est loin, très loin d'être le meilleur smartphone aujourd'hui sur le marché qui prend au niveau de la photo. Il n'y a même pas de question à se poser. Le N8 est encore lui-même déjà au-dessus de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Je dis pas, par exemple, des S3, des Lumia 900, des appareils comme ça, ils sont très bons en photo, mais le 808 PureView, il joue dans une autre cour, mais en même temps, il y a des sacrifices qui sont faits. C'est un design qui est absolument énorme comme ça. C'est normal aussi là-dessus d'avoir de bonnes fonctionnalités, j'ai envie de dire, bon, même si c'est une belle performance de la part de Nokia, mais il y a des sacrifices qui sont faits. Et je dirais que une fois que PureView sera sur sous Windows Phone, c'est là que ça deviendra réellement intéressant. On passe en vidéo, si j'y arrive. Ok. Avec différents modes de focus également ici, on a un mode automatique et un mode macro. Alors quand vous passez en macro, vous pouvez plus repasser en mode automatique, donc c'est un petit peu dommage. C'est comme sur le N8, quand vous faisiez le focus en macro en vidéo, bah, vous ne pouviez pas faire le focus plus loin. Moi ce que je vous conseille surtout, c'est d'utiliser automatique et après faire le focus à la main. Et je vais vous montrer comment ça marche parce que c'est absolument génial. Hop, on va mettre une boîte là. Voilà, donc je sais pas si ça va marcher parce que c'est un peu près, mais on va essayer. Je vais reculer le sujet. Hop, je lance la capture. Alors déjà, vous pouvez voir que il y a l'icône en haut là qui permet de mettre en pause la vidéo. Donc là, je me mets devant. Le focus est censé se faire tout seul, mais parfois il va galérer un peu. Là, par exemple, il l'a pas fait. J'appuie à l'écran, voilà. Et là, j'ai appuyé à l'écran et du coup, il me barre ça parce que je suis en mode focus manuel. C'est-à-dire que là, à l'endroit où il y a l'élément vert, c'est où le focus va se faire. Si j'appuie là, hop, le focus va se faire là. Je peux appuyer ici pour repasser en mode automatique. Et bah, vous voyez, c'est flou à nouveau. Mais c'est normal, c'est parce qu'il va faire les focus en automatique sur des éléments un peu plus loin généralement. Et du coup, avec ce mode-là, bah, c'est top parce qu'en termes de focus, vous pouvez aller vraiment très loin et faire des choses vraiment très belles. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais faire le focus là en espérant que ça fonctionne. Bon, ça fonctionne à peu près. Vous avez un zoom sans trop de pertes. Alors là, il n'arrive pas à faire le focus. Je vais essayer de reculer un peu plus ma boîte. Et le problème, c'est que vous ne voyez pas bien l'écran du coup. Je vais zoomer et on peut zoomer assez loin. Et là, je fais le focus. Alors, c'est pas terrible parce que c'est encore assez près. Mais vous voyez peut-être là comme ça, mais ça va garder la qualité. En fait, c'est le mode PureView, il est valable aussi en vidéo. Voilà, grosso modo, c'est ça. C'est quand vous zoomez, bah pareil, il va utiliser les pixels, le 41 mégapixels pour créer sa vidéo. Vous allez pouvoir faire le focus en même temps, vous zoomez à fond. Il n'y a pas de zoom numérique crado. Tout ça, c'est enfin, ça va vous offrir en fait une très bonne qualité en vidéo. Et avec un mode de focus qui est juste excellent, c'est automatique plus manuel avec possibilité de basculer de l'un à l'autre pendant que vous filmez et la possibilité également de mettre en pause la vidéo pendant que vous filmez. Et ça crée un fichier total en fait, un gros fichier à la fin. Alors ça, bon, ça peut paraître gadget, mais ça peut être pratique pour certains événements, je sais pas. Ça c'est toute la partie simple là, de vidéo. Ensuite, après, vous avez pas mal d'options ici. Ça filme en 1080p. Vous pouvez passer en 720, en 360. Vous avez aussi un mode de scène. Voilà, ici, pareil que pour la photo. Et un mode automatique.
Mais en créative, voilà, vous avez ça, la cadence que vous pouvez régler, c'est 30 images par seconde par défaut. Teinte de couleur à régler, saturation, contraste, et les préférences ici, c'est les mêmes préférences que tout à l'heure. Je crois que j'ai fait le tour ici. Là, on a l'exposition, on a la lampe torche. La lampe torche, c'est pas le flash au xénon, hein, c'est le petit LED hein, qui s'affiche, hein, comme je vous disais. Parce que le flash au xénon, il peut pas rester allumé longtemps, sinon ça chauffe et ça pose problème. Là, c'est au niveau du focus avant de commencer votre vidéo, vous pouvez le régler. Vous pouvez même faire le focus normalement à la main directement avant de filmer. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire hein, sur cette fonction vidéo, photo. C'est clair, c'est une tuerie dans les deux cas. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Et vous le verrez dans les échantillons, et vous l'avez vu à mon avis, parce que là, mon test, il est en retard comme d'habitude. Et du coup, vous avez eu sûrement l'occasion de voir des échantillons tomber un petit peu à droite à gauche. Et c'est simplement magique, quoi. C'est niveau photo vidéo, je sais pas, j'ai pas d'autres mots parce que c'est parfait. Alors c'est parfait, je dirais que le mode macro, j'aurais bien aimé pouvoir m'approcher de plus près sans avoir à zoomer, mais si vous gérez bien, ça ira. Vous mettez en 8 mégapixels ou en 5 mégapixels, vous faites une belle macro, vous zoomez, vous ajustez bien, éventuellement sur trépied, et là vous avez un truc magnifique. Donc bon, grosso modo ça va, hein. Mais il y a des terminaux aujourd'hui qui permettent avec des optiques beaucoup plus petites d'aller beaucoup plus près. C'est un sacrifice à faire, mais c'est pas vraiment un sacrifice puisqu'au final la qualité est bien meilleure sur le 808. Ok, maintenant on est dans la galerie, c'est à la fois un élément un endroit très important pour le 808 parce que vous allez faire beaucoup de photos et beaucoup de vidéos, et c'est à la fois un endroit qui a été j'allais dire, alors je commence par quelque chose de positif, ça a été bien optimisé en termes de fluidité. Par contre, en termes de fonctionnalité, c'est un désastre parce qu'il n'y a rien, absolument rien. Bah, vous le voyez déjà à l'écran, il n'y a rien, il n'y a même pas d'option, il n'y a pas de menu, il n'y a que dalle. Et ça, c'est très étrange. Avant, on avait vraiment la possibilité de créer des albums, d'avoir un peu plus d'éléments. Et là, on n'a absolument rien du tout, c'est vide. C'est totalement vide, on n'a même pas de mode comme ça. Alors il y a juste un truc que je voulais vous montrer avant, qui est un des trucs qui m'énerve sur cet appareil. Et quand vous prenez une photo en mode portrait, vous la prenez, toc, vous la lancez là. Mais je veux la voir en mode portrait s'il te plaît. Et ben non, ça ne marche pas. Et c'est pas une question d'accéléromètre, hein. Là regardez, si je me mets dans ce mode là, et dans l'autre mode, voilà, ça bascule. Mais je sais pas, quand vous prenez une photo en mode portrait, et il va vous l'afficher en mode paysage, et il l'affichera pas en mode portrait. Ça c'est un bug qui est absolument lamentable. Et non mais c'est vrai, on peut reprocher ce genre de choses. Alors qu'est-ce que je peux dire sur cet appareil? Au niveau des photos, c'est juste très très bon. On va essayer de voir quelque chose, je sais pas moi. Voilà. On peut faire quand même de belles macros sur des fleurs. Il y a une profondeur de champ qu'on peut pas trouver sur d'autres terminaux, par exemple. On le voit pas trop ici, mais on l'a un petit peu. Faut jouer aussi avec, hein. Y a pas mal de choses comme ça qui sont très sympathiques. Et c'est ça qui est énorme avec la qualité de l'appareil, c'est que vous voyez, on voit beaucoup de détails sans perdre trop en qualité, alors que derrière, la photo à la base, elle est comme ça. Et là par exemple il y a un autre truc qui manque, c'est sur le N8 il y avait une option qui permettait de voir les infos sur la photo, de voir la résolution, etc. Là on l'a pas. Ce genre de truc c'est totalement aberrant. Totalement aberrant. Et je vais ensuite passer à alors quelques dernières photos. Ah attendez, je vais vous montrer ça parce que c'est juste magique. Également. Toc. Photo de nuit. Donc ça c'est un feu, hein, comme vous voyez, donc c'est genre de sujet, c'est pas forcément facile à capturer. Et là ça rend très bien. Très bien sur le 808 PureView. Ce genre de détails, les petits éléments qui volent, le ciel qu'on voit quand même assez bien. C'est un peu bruité, mais voilà, là on le voit plus quoi. Et donc ce genre de truc, c'est génial. C'est génial. Ça va vous permettre en fait d'immortaliser ce que vous faites de manière vraiment plus puissante qu'un smartphone, que la plupart des smartphones aujourd'hui proposés sur le marché, quoi.
ça c'est en mode macro. Et vous voyez, la photo comme ça, elle rendrait bien, mais en fait, à la base, il y a beaucoup plus de pixels, quoi. Enfin, on est sur un cadrage vachement plus large. Alors, je vous en montre 2-3. Là, quand même, c'est trié par, par date. D'ailleurs, étrangement, c'est affiché comme ça, mais il n'y a pas de notion d'album. C'est très 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 bizarre parce qu'on a besoin d'aller vraiment loin, je trouve, dans ces fonctionnalités, et on n'a pas la possibilité. Voilà. Toc. Puis je vous en montrer une dernière qui a été capturée, hier en je crois 40 mégapixels ou 38, et ça me permet de vous montrer un peu ce qui est possible de faire en fait. Alors j'avais envie de prendre ces muffins en photo, et c'est véridique, et en fait le truc c'est que je savais pas quel cadrage faire. Alors du coup j'ai pris une photo large comme ça, la moins floue possible, hein, donc il faut être dans des conditions de lumière assez bonnes quand même, et au final j'ai recadré, j'ai sorti ça. Et ça, c'est pas une photo qui est floue, quoi. La qualité est très très bonne, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est un recadrage de cette photo-là. Et là, vous pouvez le voir, par exemple. Je peux me dire, ok, je recadre comme ça. Non, finalement, je vais recadrer comme ça. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment, vraiment utile. C'est vraiment utile. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, hein, sur toute la partie galerie. Je vais peut-être vous montrer quand même une vidéo. Je sais pas si j'ai quelque chose, sinon après vous regarderez sur la chaîne. Ah, ça va être compliqué, je sais pas du tout ce que j'ai là en stock. Ouais, j'ai quand même pas mal de trucs. Bon, ça c'est le son, et je vais le couper, hein, pour pas que vous entendiez ce que je raconte comme bêtises. Mais c'était pas moi qui parlais là. Mais voilà ce que ça donne, quoi. Ça c'est un feu. Et c'est de nuit. Et là j'ai zoomé à fond et vous voyez la qualité est juste parfaite, quoi. Alors au niveau du stabilisateur, c'est pas toujours idéal, mais c'est quand même pas trop mal. Et puis si vous arrangez pour pas trop bouger, bon, je sais que c'est pas forcément le but, mais au final vous avez une qualité qui est juste très 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 bonne. Et au niveau du son, c'est également très très bon. Et je pense que vous avez eu l'occasion d'entendre parler de la fonctionnalité Reach Recording, qui permet en fait d'enregistrer avec... il y a plusieurs micros pour enregistrer, je vous ai montré au début, je sais plus où il est le second, mais il y a un second micro quelque part autour de là, et qui permet d'annuler les sons ambiants, etc. Et le son est vraiment très très bon, quoi. Alors je vais vous refaire écouter ça parce que je pense que c'était pas mal du tout. Voilà. Donc ça c'est le feu qui brûle, qui n'était pas juste à côté de moi, et c'était de nuit, et bon bref voilà. Donc ça c'est juste parfait. Juste parfait. Je pense que je l'ai répété suffisamment, donc on va s'arrêter là. Désolé, encore une fois, un test super long, et en plus c'est pas pour un appareil qui est très intéressant en termes de smartphone, et c'est ça qui est peut-être un petit peu contradictoire. C'est que c'est un excellent terminal, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est un excellent smartphone? Et ben du coup on va passer à la conclusion, et pour dire encore une fois, alors le 808 c'est un appareil un peu frustrant, parce qu'il a des fonctionnalités très très bonnes, et des fonctionnalités moyennes, et voire parfois mauvaises. Alors vous l'avez vu, la SaisyTech c'est vraiment pas top, le web c'est pas top, dans toute l'interface c'est pas forcément génial aujourd'hui. On a de bonnes fonctionnalités, je dis pas, on a de bonnes fonctionnalités, on a par exemple tout ce qui est navigation GPS, on a le lecteur audio qui est très bon, on a beaucoup d'éléments qui sont très bons, et en fait c'est parce que Symbian avec Nokia, dès le début, était très ouvert et proposait beaucoup de fonctionnalités qu'on n'avait pas sur les autres appareils, comme l'émetteur FM, comme la lecture DivX en natif, elle est arrivée assez rapidement quand même sous Symbian, c'est ce genre de choses. Et ça c'est très très puissant. Symbian c'est un OS extrêmement puissant, mais c'est un OS extrêmement mort également, puisque comme je vous ai dit, d'ici quelques années, d'ici 2015-2016, c'est terminé, il n'y a plus de support pour Symbian. Et le 808 sera le dernier terminal Symbian. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie d'acheter l'appareil qui est le dernier survivant d'une espèce en voie de disparition? Je ne sais pas. Et là, pour le coup, moi, personnellement, je vais vous dire les choses telles que je les vois. Moi, je n'achèterai pas ce terminal.
parce que pour moi, il ne me permet pas d'aller aussi loin que ce que je voudrais. Maintenant, si vous n'avez pas besoin d'un appareil qui aille trop loin dans les fonctionnalités smartphone, à savoir une magnifique navigation sur le web. D'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc pour le web, si vous utilisez Opera Mobile, c'est un petit peu mieux. Voilà, ce petit détail, c'est si vous utilisez un navigateur tiers, ça peut fonctionner un peu mieux. Bon, si vous n'avez pas besoin d'un appareil qui ait une excellente navigation sur le web, si vous n'avez pas besoin d'avoir une parfaite intégration sociale, d'avoir un maximum d'applications, les derniers jeux en 3D qui sont géniaux, etc., etc., que vous avez besoin de pouvoir quand même envoyer des SMS, mais que vous n'êtes pas trop exigeant au niveau des saisie texte, parce que ça c'est un gros point négatif, je le rappelle, que ça c'est le premier truc. Par contre, si vous voulez envoyer des SMS, des MMS classiques, si vous voulez recevoir vos mails, en renvoyer sans être forcément le plus productif possible, parce que y a ce problème de saisie texte, ça peut aller. Maintenant, ce qui est important pour vous, si vous achetez le 808, surtout qu'il n'est pas vendu subventionné sur le sol français, et il coûte cher, je vous ai pas donné le prix, je voulais le donner au début, j'ai complètement oublié, c'est 630 € chez Expansys, 570 € en promo actuellement chez Amazon, 599 € chez TPH de Phonehouse. Donc c'est 600 €, c'est extrêmement cher pour un appareil qui n'est pas au niveau aujourd'hui sur le marché. Donc personnellement, je ne le conseille pas. Maintenant, ça ne m'empêche pas de dire que c'est un excellent smartphone sur pas mal de fonctionnalités. Donc je vous ai parlé de pas mal de choses déjà. Après, il y a, pour moi, en termes de points positifs, il y a aussi le design, le design solide, même si j'ai réussi à le casser, mais ça c'est, je sais, ça peut arriver à n'importe quel smartphone. Il y a le haut-parleur qui est une tuerie, il y a la solution GPS qui est excellente, il y a pas mal d'intégration de fonctionnalités, comme je viens de vous le dire, là, qui sont très très bonnes. Après, il y a tous les points négatifs dont on a déjà parlé. Et puis, bien sûr, il y a cette fonctionnalité ultime, c'est tout ce qui est photo-vidéo, avec ce mode PureView qui est juste magnifique. Et donc, si aujourd'hui vous cherchez avant tout un photophone, que vous avez le budget et que vous êtes quand même un peu passionné par, on va dire, Symbian, ok, parce qu'il faut aimer Symbian, hein. On n'aime pas Symbian comme ça aujourd'hui, bon, ça peut aller, mais sincèrement, moi je pense que c'est un téléphone de niche. Mais éventuellement, si vous voulez surtout un photophone, vous voulez faire de magnifiques photos, magnifiques vidéos, vous voulez avoir un smartphone qui fonctionne avec quelques applications sympas, mais sans aller trop loin, la navigation GPS, ça vous plaît, franchement, le 808 PureView, posez-vous la question si vous avez le budget, parce que pour le besoin que je viens de décrire, c'est peut-être le meilleur appareil sur le marché, je pense. L'appareil du baroudeur, on va dire, celui qui part avec sa voiture à droite à gauche, il fait des itinéraires à pied, en voiture, ensuite il prend des photos, des vidéos, pour moi c'est l'appareil parfait. Maintenant, après pour les autres, peut-être pas, même sûrement pas. Voilà, c'est à peu près ce que je peux dire en conclusion. C'est peut-être un peu décousu, je suis désolé, mais c'est un appareil qui est... ça marche de façon émotionnelle, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai accroché pour toute la partie photo-vidéo, j'ai accroché avec Symbian, mais ça depuis le début, pour tout ce qui est GPS, pour tout ce qui est certaines petites fonctionnalités comme ça. Et pour le reste, j'ai laissé tomber, et moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être de mon avis, mais peut-être que non, et j'espère que non. Mais derrière, si voilà, encore une fois, si ce côté photo ça vous branche sur un mobile, posez-vous la question, économisez et achetez-le, parce que rien que pour ça, c'est une tuerie. Maintenant, moi je sais ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser principalement comme appareil photo et comme utilitaire, enfin comme caméscope on va dire, mais ça doit jamais, ça doit en aucun cas être votre choix à vous d'acheter ce terminal pour ces mêmes besoins, parce que c'est pas possible. Moi, voilà, on me l'a prêté, bon je l'ai cassé, mais c'est pas grave, je vais le faire réparer, mais bref, et je vais l'utiliser pour ça. Mais derrière, voilà, en tant que smartphone, je vais rester sur mon Galaxy Nexus, et puis c'est comme ça, quoi, voilà. En tout cas, bon, ça, c'était pour mon test du 808 PureView, un test plutôt long, je suis absolument désolé, j'avais beaucoup de choses à dire, mais si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à les poser sur YouTube, sur Test Mobile, sur Nokia Touch. Comme je vous ai dit, pour la partie photo, il y a toute une section un peu plus technique qui arrivera dans le test écrit. Normalement, ça devrait arriver courant de l'été, voire peut-être fin de l'été, mais je sais que c'est un peu tard, je suis désolé, mais il va falloir patienter, et les bonnes choses, ça prend du temps à arriver, donc c'est pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt.